finit à Reims, on lève 750 000 €. Là, on commence à faire les premiers essais. Le moteur fusée est pas loin d'être designé. On fait des essais sur toute la partie injection, enfin bref. Et on finit par lever des fonds en juin 2022. On lève 10 millions d'euros. Stanislas Maximin, vous êtes le cofondateur de Latitude. C'est une mini-fusée. Qu'est-ce qu'elle va emporter avec elle? Zephyr, c'est une fusée qui fait une vingtaine de mètres de haut, 1,5 mètre de diamètre. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte des services sur mesure dédiés à des opérateurs de satellites qui veulent envoyer des satellites qui vont faire de 10 à 200 kg dans l'espace n'importe où. J'ai dit bonjour, j'ai besoin de 150 millions d'euros pour faire un lanceur. Il y aura 0 revenu avant les 150 millions d'euros. Et après, ça va prendre 5 ans à rentabiliser le bordel. Il n'y a pas de revenus récurrents. Et mes clients, ils signeront après que j'ai fait mon premier lancement. Vous êtes on board, les gars? Genre moi, si je marche dehors, on arrive à me suivre avec un satellite? Non, pas avec ces petits satellites-là. Mais oui, les États-Unis ont des satellites qui te permettent de te suivre toi. Mais aujourd'hui, on n'a pas la moindre preuve qu'on ait actuellement été visité. Quand on dit qu'on n'y croit pas, c'est pas une croyance, c'est qu'on n'a aucune preuve qui tiendrait face à une preuve normale scientifique. On peut pas aller sur Mars parce que on veut coloniser Mars, on colonisera probablement jamais Mars. Par contre, on peut y vivre, on peut reconstruire une civilisation depuis cet endroit-là. Et tu penses pas qu'on est dans une simulation? Non. Pourquoi? Sans permission. Sans permission. Avec Yomi Osama-san. sans permission. Tout blanco. Sans permission. Du coup, apparemment, on peut acheter des avions pour 400 000 €. Attends, mais du coup, ouais, attends, bouge pas. Je voulais trouver l'avion à 400 000 balles, regarde-moi ça, tac, tac. Tu vas sur quel site? L39C, Ah, tu l'as trouvé. 400 000 balles, remis à neuf en 2010. Moi, ça, je te mens pas. Et donc, tu veux en acheter un comme ça? Non, mais là, j'ai pas du tout l'argent, mais un jour, si j'ai une connerie à faire, c'est Et acheter un avion t'achètes de chasse. ce modèle-là? Bah, en fait, à c'est 400 000 compliqué d'avoir balles. d'autres modèles. Ouais, C'est ok. compliqué d'avoir des. C'est un peu, je pense, le bas de gamme de l'avion de chasse. Ils ont un défaut de Ils sont en train de mettre- fabrication. C'est-à-dire que tu rentres dans la liste quand même des. Toi, individuellement, dans la liste des Air Force dans le monde, je pense que t'es au-dessus de certains pays. Il y a des pays qui ont peut-être pas d'avion de chasse, tu vois. C'est vrai. Moi, je trouve ça classe. Le Vatican, ça a des avions de chasse? Probablement pas. Je sais Bah pas où ouais. est-ce qu'ils font décoller. Je sais pas s'il te faut des autorisations spéciales pour avoir un truc comme ça. Je sais pas, il y a un mec à Reims, j'ai jamais rencontré, mais t'as un chef d'entreprise, j'imagine, à Reims, qui avait. Qui a un avion de chasse. C'était un vieux un avion de chasse russe, enfin soviétique, si je dis pas de bêtises. Et il le volait souvent. Alors je crois qu'il est devenu un peu vieux et du coup il le vole plus, mais il le volait souvent. Il décollait d'un aérodrome. Hein. L'aérodrome de Pruné, pour ceux qui connaissent. Mais... Tu peux faire vraiment Ouais. tout ce que tu veux quand t'as Mais de ouais, l'argent, Vous savez c'est qui fou. c'est qui a une licence de pilote et qui a volé énormément de temps? Elon Musk. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Ça me surprend pas. Ah, je savais pas. Ouais. Je lisais sa bio et son autobiographie et le mec il s'est fait un délire il y a quoi? Il y a 10-20 ans et je crois qu'il a dû s'acheter un avion aussi du coup. Mais attends, mais aux États-Unis, tu peux acheter des F-16 et tout. Hein. Tu peux acheter des vrais avions. Mais Des ça, vrais c'est avions de chasse. des avions C'est un de l'armée truc de américaine. Comment ça se C'est fait ce que qu'ils t'as viennent de le livrer en droit? Ukraine. Comment? Parce que Je sais il y a rien. des contrôles de malades pour les avions de ligne, etc. Mais Non, donc, mais tu dois avoir des vraies régulations. Enfin, mais j'espère. t'es un terroriste. Pourquoi, au lieu de te faire chier à essayer d'aller hijack un avion de ligne, tu t'achètes ton avion de chasse et tu le crashes? C'est une bonne question, mais bah, même mes C'est questions. dangereux mais, de ouf, non, non mais Ouais, ton avion de ouais. chasse, il est pas plus dangereux qu'un DR400. On en parlait, tu vois. Un DR400, tu peux aussi faire des conneries avec. Ouais. Je pense qu'il y a quand tu passes quand même ton brevet de pilote, etc. J'ose espérer que t'es surveillé un peu par les services, etc. Que n'importe qui a pas le droit juste comme ça en Ok. claquant des doigts. Donc tu dois avoir le brevet de pilote pour Ah oui, l'acheter. complètement. Bonne question. Pour le voler, oui. Pour le voler. Ouais. De toute façon, bonne chance pour faire Mais décoller un c'est avion de chasse facile, sans ton c'est brevet. ça, là. ce que j'allais Puis, dire. puis c'est pas Ouais. avec ton brevet normal que tu vas faire que tu vas voler un avion de chasse. Hein. Quand tu rentres dans un avion de chasse, le cockpit, Ouais, c'est ça. il Tu a une sale comprends gueule. rien. Ah ouais. C'est ça, Ah ouais. Bah, je si sais t'as voler pas un DR. d'expérience, c'est chaud. Je Mais sais du faire coup, voler ils un servent à DR400, mais quoi pas ça. tous les boutons là? Parce que les deux, vous avez donc vous avez déjà volé des avions, vous avez un petit peu d'expérience là-dedans. Quand on entre dans un cockpit et qu'on voit les dizaines de boutons là, ils servent à quoi? Ça dépend des avions, tu peux parler d'un DR400, mais... Ouais, bah déjà, sur un Airbus, t'as tout qui est en double. Donc, t'as une partie Ouais. copilote, une partie pilote, c'est exactement la même chose. Et après, t'as plein de boutons qui ont des actions différentes. Je sais pas, tu vas avoir le train d'atterrissage, tu vas avoir les éclairages, tu vas avoir tout un tas de trucs. Et donc il y a besoin de connaître combien de boutons au minimum pour pouvoir genre décoller un avion et l'atterrir. Bah, sur un DR400, sur un petit avion d'aéroclub, c'est assez simple. T'as une manette à gaz que tu pousses comme ça. Ok. Sur les avions de ligne, tu l'as plutôt là. Les avions Ok. de chasse aussi, si je dis pas de conneries. Et après, tu as ton joystick. Et après, tu as des boutons d'instruments ou... Ouais. Est-ce que si je suis dans un avion, un petit avion comme ça, le pilote meurt en vol,
Est-ce que tu peux le J'ai poser? une vidéo YouTube. Tu l'as vu? Est-ce que j'arrive à le poser avec Non. une vidéo YouTube? En fait, ce qui va se passer, mais non, mais c'est déjà arrivé, mec, c'est déjà arrivé. No way. J'essaie de te le retrouver. Je crois que c'était une élève pilote. Ok. Son instructeur, c'était pas. Je crois qu'elle avait jamais fait atterrir d'avion. Et c'était pas sa première, mais c'était pas loin d'être une pilote expérimentée, enfin une pilote élève expérimentée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le pilote instructeur a fait, je crois, une attaque. Et donc elle est là, un peu paniquée, et elle appelle la tour de contrôle. Et en fait, à la tour de contrôle, tu avais un pilote. Enfin, certains d'entre eux sont des pilotes, quoi. Et il lui a expliqué exactement quoi faire, comment, etc. pour réussir à poser l'avion. Ouais, c'est possible. Et je crois qu'il y avait également eu ces tests faits sur simulateur pour voir, tu prends une personne random, Ouais. tu le mets et il est au téléphone avec, donc tu le mets dans un cockpit d'Airbus, un A320, et il est au téléphone avec un vrai pilote pour lui expliquer comment faire. Et je crois que le taux de succès, je me souviens plus s'il était mauvais ou pas, mais ils avaient fait ces expérimentations-là. Donc je pense qu'un DR400, tu peux le faire atterrir, ouais. Je suis sûr qu'on s'est déjà tous fait ce film dans la tête. Ah, Quand t'es dans l'avion. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? On t'appelle. Non, pas du tout. Parce que qu'ils sauvent tout le monde. Quand je suis arrivé, vous parliez d'avion et tu disais que toi, t'étais prêt à plaquer ta boîte pour devenir pilote de chasse. Ouais, mais là, je suis dans ma période Top Gun. Je suis dans ma période Top Gun. Là, Ouais. je me suis refait ce combat la semaine dernière. Et Là, faut me reposer la question dans une semaine. J'ai parce pas que, mal, tous les potes que j'ai qui ont été passionnés par l'aviation, etc. C'est genre business, c'est genre le choix numéro 2 en fait, tu vois. Genre, clairement. le rêve ultime, c'était piloter l'avion et j'ai pas pu, donc business quoi. Bah moi je suis tombé dans le spatial grâce à l'aviation. Maintenant, je pense pas que j'irai dans l'aviation en tant que business. C'est super dur l'aviation. Ok. T'as plein de régulations, ça coûte des blindes. T'as des très 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 gros acteurs. Je connais des gens. Il y a plein Par contre, le d'entrepreneurs. spatial, c'est facile. Super. C'est ça. Comme ça. Non, le spatial est plus. À mon avis, le spatial est plus simple que l'aéro. Ok, Ouais. pourquoi? Moins cher. La majorité du temps, c'est moins cher. Développer un. Bon, après, t'es pas obligé de développer des A320, quoi. Mais ça coûte cher de développer des avions. Bon, alors des petits avions, etc. Tu peux te débrouiller pour quelques dizaines de millions d'euros. Et tout le monde commence par là. Tu vois, je peux citer ça. T'as Elixir Aerospace. Elixir, bon, bref, on s'en fout, c'est le nom de leur boîte. T'as Ascendance Flight Technology qui fait des robotaxis, ce genre de choses. Ça, tu peux débrouiller à quelques dizaines, voire centaines de millions d'euros. Mais dès que tu vas monter vraiment en gamme, ça devient extrêmement compliqué. Donc ça, c'est le premier point, c'est que ça coûte très cher. Numéro 2, le système de régulation, il dure extrêmement longtemps. Tu fais voler des humains. Et tu voles, même si c'est pas habité, tu voles au-dessus de zones habitées. Mhm. Et donc, tu dois passer toutes les réglementations liées à ça, toutes les phases d'autorisation liées à ça. Nous, on l'a pas dans le spatial. On a des phases d'autorisation, mais on fait voler personne et on vole au-dessus de personne. Donc, on doit garantir la sécurité de notre objet par rapport aux humains, mais c'est facile puisqu'il n'y a personne sur la Terre. Enfin, c'est facile, je simplifie, mais c'est beaucoup plus simple qu'un avion qui va voler au-dessus d'une ville. Donc, en fait, tout ça mis bout à bout, ça fait que c'est un peu comme les médicaments, tout ce qui est industrie biochimique. Mhm. C'est que tu dois passer par plein de phases de régulation pour te faire approuver. Et c'est pas toujours toi qui le gère, ou en tout cas, enfin voilà. Donc je trouve ça beaucoup plus dur comme business, mais il y en a qui ont réussi. En France, voilà, Ascendance, ils sont en train de le faire. Il y a Beyond Aero aussi, je connais bien les fondateurs qui sont en train de le faire. Et on va en avoir, quoi. Mais tu dois commencer tout petit pour ensuite évoluer, quoi. T'as une intro ou... Ouais, Ok. une petite intro. Petite intro, on a sauté dans le vif du sujet, mais on va essayer d'être présenté dans les règles de l'art. Donc on a la chance d'avoir Stanislas avec nous, qui est le CEO de Latitude, qui est une boîte dans l'aérospatiale. Donc vous êtes le transporteur de l'espace qui envoie des satellites qui vont de 10 à 200 kg n'importe où dans l'espace, à orbite basse, prix le plus compétitif sur le marché, lancement récurrent. Ouais. Vous avez de grosses ambitions puisque tu dis que d'ici 10 ans, tu veux que Latitude soit le leader européen de l'accès à l'espace et que vous puissiez entrer avec le monde entier en concurrence d'ici 15 ans. Ouais, bah après ça dépend qui, mais SpaceX faut aller les choper d'ici 15 ans. Le reste du monde 10 ans ça suffit. Et donc là, vous avez déjà des prototypes opérationnels, etc. On est en train, ouais. On est en train. On a, en fait, on est un peu sur la fin de ce qu'on peut appeler le développement. Tu vois, t'as la partie R&D, recherche et développement. La partie recherche c'est fait. On est en train de finir la partie développement dans le sens où on passe toutes les revues nécessaires d'ici la fin de l'année. Donc, t'as des revues. En fait, tu vas valider chacun des produits, etc. Sur comment utiliser, enfin pour construire les pièces, et ensuite tu vas vers les essais. Donc on finit ça cette année-là, on a des premiers essais très importants dès cet été en fait, on va tester plusieurs parties importantes, notamment du moteur fusée, on commence l'électronique, toutes les structures aussi, et l'année prochaine en fait on va faire ce qu'on appelle les essais combinés ou essais systèmes, c'est que tu vas prendre
tu as notre fusée elle a 2 étages, tu vas prendre le 2e étage de la fusée et tu vas le tester au sol, harnaché, mais tu vas le tester en conditions de vol, donc aussi longtemps que ta fusée que le 2e étage est censé fonctionner dans l'espace, et tu fais pareil avec le 1er étage. Et donc on valide ça. Si on n'a pas de problème, bon, on aura des problèmes, mais si on n'a pas de gros problèmes, on prend ces 2 étages, on les assemble, on les emmène sur le plat de tir et on décolle. Donc on n'y est pas encore au premier décollage parce que ça prend un peu de temps et un peu d'argent, mais on est dans la dernière ligne droite. Moi, ce que je trouve ultra impressionnant, c'est que Stanislas, il a que 25 ans, mec. Il est plus jeune que moi, il a 24, ça va. Non, mais attends, c'est pas fou d'être à la tête d'une boîte comme Vous êtes combien de ça, personnes, 25 ans. On est un peu plus de 120. Donc t'as une usine de quelle taille tu veux Là, on a une première usine de 3000 m² et on va emménager l'année prochaine dans un peu plus grand, ça fait plus de 15 000 m². C'est parce que là tu te dis vraiment genre j'ai un vrai business quoi. Genre Ah tu bah vois ouais, là, l'usine, là, tu c'est vois le vrai. produit que t'es en train de créer, nous tout est digital donc t'as pas ce... Tu te dis des fois genre t'arrives à l'usine tu te dis waouh c'est moi qui fais ça, genre t'as un peu cette réalisation des fois où ça te paraît... Non, c'est relativement rare. En fait, vraiment, le waouh, c'est moi qui fais ça parce que on est une équipe, quoi. Enfin, moi, Ouais. j'ai jamais de la vie, je fais ça, tu vois. Mais- Et est-ce que, par contre, j'ai une sensation parfois, à certains moments, de me dire putain, je suis fier d'en être arrivé là et je suis fier de mes équipes. Ouais, assez souvent. Et oui, on a la chance de pouvoir. T'arrives dans l'usine, quoi. T'arrives dans l'usine, t'as les machines dans le fond, t'as les lignes d'assemblage, t'as ton magasin. C'est palpable quoi. Ouais, c'est palpable. Et ça, c'est un vrai avantage. Moi c'est pour ça qu'aussi j'adore l'ingénierie et ce genre de choses, c'est palpable. Tu peux le vivre. Et quand tu fais des essais, typiquement, nous on fait aussi des essais moteurs. On en a déjà fait en Écosse et j'étais sur place. C'est un truc, hein. En fait, c'est une aventure humaine. Toutes les boîtes sont des aventures humaines. Mais passer, l'histoire de notre première campagne d'essais moteurs, on a développé un banc d'essai en un temps record, en quelques mois à peine, et on a fait les essais dans le nord de l'Écosse, dans les îles Shetland. Il faisait moins 15 degrés, 100 km/h de vent, pluie en permanence, on a eu plein d'emmerdes. Mais physique et humaine, tu vois, t'as tout à la fois. Et t'es une petite équipe, on est moins d'une quinzaine sur place, à 2000 km de la maison, dans des baraquements, et tu mets à feu le moteur pour la première fois, t'as un bordel qui crache à plus de 120 décibels, même largement, je crois qu'on a 170 décibels en sortie de tuyère, sortie de moteur, donc ça te rend sourd instantanément. Et t'es à 125 mètres du bordel, t'entends le bazar même avec tes protections acoustiques, et tu dis waouh. Moi, il y a la vidéo du premier essai. On l'a pas encore montré la vidéo du premier essai parce qu'on l'a un peu foiré. Mais on va la montrer, c'est pas qu'on veut pas. Enfin, je la montre un peu aux gens qui viennent sur place. C'est juste qu'on l'a pas publié parce qu'il manque un peu de son, etc. Elle est chiante, mais bon, faudra qu'on trouve un moyen. Mais bref, et t'as un petit encart. On faisait les streams en direct pour l'équipe qui était à Reims. Et t'as un petit encart. Et dans le petit encart, t'as les équipes qui sont dans les PC. Tu vois, que vous avez tous vu des images de SpaceX. Bon, nous, on n'est pas 300 quand on fait les lancements, mais là, c'était une petite dizaine. Et dans le fond, t'avais mon directeur technique qui est lui debout. C'est les gars, il est comme ça, sans protection acoustique, c'est le seul. Il est comme ça en train de vérifier. Et là, t'as silence complet. À environ 10 minutes de la séquence de mise à feu, t'as silence complet dans la salle. Et là, t'es dans une ambiance de dingue. Et là, derrière, t'avais moi qui était en surflip. Je suis pas à m'extresser, mais là, putain, j'étais stressé. Surflip, parce que t'as beaucoup d'enjeux, quoi. Ouais. Nous, on a levé des fonds, on a des promesses qu'on a fait aux investisseurs, on exécute, tu vois. Et si tu le loupes, bah putain, t'accomplis pas tes promesses. Donc t'as ça, et là, t'entends le machin qui crame, et là, t'as un peu l'alarme qui coule, quoi. Et surtout quand ça crame malheureusement pas comme il faut. Alors on était content le premier jour, on a pris une petite claque le lendemain, mais voilà. Donc ouais, c'est des trucs assez uniques, et c'est pour ça que les gens viennent bosser, parce que t'as une aventure qui est bien plus que... c'est plus que de la stimulation, tu le vis humainement, c'est presque comme du sport. On a des gens chez nous, c'est un peu des athlètes dans leur manière de faire les choses, dans le rythme qu'ils ont, dans l'expertise qu'ils ont par rapport au monde entier, et dans la partie exceptionnelle qu'on fait dans notre métier. Donc on a cette chance-là. Puis après, on a d'autres désavantages, c'est que ça coûte très cher, c'est que ça explose souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'imprévus, mais bon, ça c'est l'ingénierie. Comment est-ce que tu t'es lancé parce que c'est quand même très tôt, 25 ans, pour en arriver là. Comment est-ce que tout a démarré? C'est quoi ton parcours scolaire déjà? Mon parcours scolaire est plutôt rapide, puisque j'ai mon plus haut diplôme, c'est le bac. Et j'ai le permis de conduire aussi, c'est mon deuxième plus haut diplôme. Et donc j'ai fait... je savais pas trop ce que je voulais... Enfin si, pardon, je savais très bien ce que je voulais faire. Depuis environ le lycée, moi je suis passionné donc je te dis d'aéronautique, d'aérospatiale ensuite, de physique en général, d'ingénierie en général, ouais, depuis la seconde, je savais que je voulais faire une boîte dans le spatial, et particulièrement dans la logistique spatiale. Comment est-ce que c'est venu? Tu te renseignes un peu, quoi. Tu deviens passionné, tu vois ce que les autres font, tu vois les nouvelles dynamiques, les nouveaux marchés, tu vois l'impact qu'a le spatial, et moi j'avais envie de rentrer dedans. Et
Et donc ça faisait longtemps que j'y pensais, c'était une évidence pour moi. Et quand je suis rentré dans mon école de commerce, un peu par dépit parce que je savais pas trop quoi faire d'autre, je me souviens même de leur avoir dit quoi, je vais être entrepreneur et je vais être entrepreneur dans le spatial. L'histoire a montré qu'ils sont pas pour les entrepreneurs dans cette école, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc j'ai fait une première année d'école de commerce, je me suis fait chier comme jamais. Je veux dire, je suis pas un très bon élève non plus, donc ça aide pas. Et il s'avère que j'ai fait un stage. On avait des stages de fin d'année, un peu ce qui s'appelle stage ouvrier, alors, ce qui est un peu un bullshit parce que la majorité c'est pas vraiment des stages ouvriers. Moi d'ailleurs j'avais un stage de planqué, j'étais à Disney World, donc à Orlando, et c'est à 1 heure du Kennedy Space Center. Je poussais en restauration et donc il y avait plusieurs lancements. Et donc j'emmenais des amis. Au début, on allait en Uber, prendre un Uber pendant 1 heure pour aller voir un lancement à 4h du mat de SpaceX ou autre. Puis après, on se faisait la visite du Kennedy Space Center, qui est un énorme musée avec notamment une Saturn V, qui est la fusée lunaire qui est dans un hangar. Donc on faisait ça. On l'a fait une deuxième fois, un peu plus de voitures. Puis la troisième fois, on a loué un bus de 70 personnes. Et on a loupé le lancement d'ailleurs. Enfin, le lancement n'a pas eu lieu. Et le bus s'est retrouvé planté. Bref. Donc, en tout cas, c'était ces expériences-là. Et donc, quand j'entre en France, je me dis, mais c'est ce que je veux faire. Je vais pas perdre mon temps à pas apprendre grand-chose dans une école pas époustouflante. Moi, j'ai envie de faire un truc qui a du sens, qui me passionne. Et c'est par insouciance que je me suis dit, let's go, quoi. Ouais. genre, on peut y arriver. Et donc, j'ai lancé ça. Et... Attends, t'as lancé ouais. ça veut dire quoi? J'ai dit, ça y est, c'est ce que je veux faire. Je vais commencer à me dire, ok, je lance officiellement le projet au début seul, ouais. En disant on va là-dessus. Je me mets avec rapidement, je trouve des cofondateurs, un qui est un ami avec qui on avait fait, pas l'école de commerce, mais à l'école avant, qui n'était pas du tout dans le spatial non plus, et par contre un autre que je rencontre, c'est une histoire rigolote, mais que je rencontre autrement, et qui lui était chef de projet dans plutôt l'aéronautique et la défense, chez Safran. Et donc au fur et à mesure on construit ça. Ça a pris du temps le début, parce que je pense que je commence à vraiment parler du truc octobre 2018. Et la boîte est créée en avril 2019, mais vraiment, on a vraiment démarré à avoir un truc un peu solide quand on est rentré dans un incubateur qui s'appelle Incubaliance à Paris-Saclay en septembre-octobre 2020. C'est vraiment là où on avait déjà fait des choses avant, on avait recruté des gens pour commencer à faire des designs, mais on ne savait pas trop où on allait. Vous avez des fonds à ce moment-là j'ai eu tout l'argent qu'on avait, c'est-à-dire pas beaucoup. On a dû mettre en tout, ça devait être 30 000 euros, tout confondu. Mais comment tu te dis que tu vas envoyer des lancer une fusée avec 30 000 euros? T'as promis. Mais si. Tu fais quoi à ce moment-là, genre avec tes 30... Non mais si, on essayait de lever des fonds. Non mais attends, mais j'essayais de lever des fonds, mais on était nuls, mais c'était honteux quoi. Donc on essayait d'aller voir des business angels, etc., d'aller chercher 10K par-ci par-là. Ouais. Bon, et ça bien évidemment, ça suffit pas. Et donc on rentre dans Incubaliance. En fait, ça a été un vrai game changer. Ils ont fait un programme de 2 mois environ, 2 mois, 3 mois, intense, où tu vois plein d'anciens entrepreneurs ou d'experts sur start-up, les start-up. En plus, c'était spécialisé hardware, quoi, tu vois. Okay. Donc, projet technologiquement innovant, ils appellent ça. Et donc, c'était absolument génial. Et là, j'ai vraiment appris les bases, mais vraiment les bases des bases, de ce que c'est que d'être dirigeant d'entreprise, enfin, pas dirigeant d'entreprise, d'être créateur de start-up. Dirigeant d'entreprise, je pense que j'y suis pas encore, mais en tout cas les bases de créateurs de start-up technologiques. Et à partir de là, on s'est dit, on va lever des fonds. Ça y est, bon, on a un deck, on a des relations, on a des machins, on va y aller. On arrive en 2020 et le Covid passe par là, donc on n'a pas levé de fonds. On n'a pas levé de fonds, mais c'était pas une mauvaise chose parce que bon, vaut mieux ça que de lever des fonds juste avant et te retrouver en plein Covid à crever. Parce que, voilà. Donc on continue, on bosse un peu comme des dingues, on avance un petit peu et en fait ce qui se passe c'est que on s'est associé à d'autres personnes en parallèle qui eux sortaient d'école mais qui avaient bossé sur des projets qui pouvaient être intéressants pour la boîte. Et donc comme c'était le Covid, eux ils étaient globalement relativement libres dans leur boîte dans laquelle ils étaient, et donc ils ont pas mal bossé sur un peu des projets préliminaires pour la boîte. Grâce à ça, on a gagné un contrat de R&D avec l'Agence spatiale française, le CNES. Pas grand-chose, c'est 50 000 €. C'est pas assez pour payer un ingénieur pendant 1 an, quoi. Mais c'était une belle reconnaissance. On est rentré dans l'incubateur de l'Agence spatiale européenne également, ça donnait un peu de sous principalement. Et donc, on y va avec cette crédibilité-là. Et on se dit, au même moment, on était à Paris, j'avais créé la boîte à Paris, moi je suis parisien. Le truc, c'est qu'à Paris, t'es en 2020, même 2019-2020, c'est simple, hein, l'innovation, c'est des boîtes SaaS. Et donc c'est un peu compliqué quand tu arrives avec un projet où tu dis bonjour, j'ai besoin de 150 millions € pour faire un lanceur, il y aura 0 revenu avant les 150 millions €. Ouais. Et après ça va prendre 5 ans à rentabiliser le bordel, il n'y a pas de revenus récurrents.
et mes clients ils signeront après que j'ai fait mon premier lancement. Vous êtes on board les gars ? Ils savaient pas trop faire quoi. Et donc et pareil quand on va voir la BPI qui sont géniaux, donc la BPI qui aide beaucoup l'innovation en France. Les mecs ils te regardent comme ça, ils disent mais moi j'ai 600 projets software que je comprends et j'ai toi. Enfin voilà, en gros vous êtes mignons mais les gars je vais pas y aller quoi. Et en plus de ça, dernier point, c'est que ces mecs-là, les fonds tout comme la BPI, ils vont demander conseil aux gens qui étaient sur place et les gens qui sont sur place, c'est l'Agence spatiale française et les boîtes un peu connues dans le coin, donc Ariane Group, etc. Le problème c'est qu'à l'époque, pour l'Agence spatiale française, ça a considérablement changé depuis, mais à l'époque, ils s'en fichaient un peu des projets de micro-lanceurs. C'était un peu, c'est cool ce que vous faites, mais on n'a rien à voir là-dedans, quoi. Donc, Parce que l'idée de base derrière le projet, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu es parti avec cette idée déjà depuis le départ ou est-ce que ça a évolué ? C'est quoi vraiment la value proposition en fait ? Ok, alors le produit a évolué, mais en soi, le fait d'être logisticien de l'espace, ça n'a pas évolué. C'est toujours la même chose. Et la vision à plus long terme, c'est en fait d'être constructeur d'infrastructures spatiales. Infrastructure spatiale, c'est donner tous les outils possibles. Prends un chemin de rail, quoi. Tu vois, on veut être non seulement celui qui pose le chemin de rail, et celui qui fait la locomotive, et celui qui fait aussi les gares au début et à la fin. Le but étant que grâce au rail, tu vas pouvoir permettre le mouvement de personnes et de biens, et la création de biens d'un bout à l'autre de la planète. Bon, peut-être pas de la planète quand c'est du rail, mais voilà, tu m'as compris. Et donc nous, c'est ce métier-là qu'on va avoir. Donc il faut commencer par transporter les choses, et ça c'est les fusées. Puis après on ira vers le reste, les satellites, fabriquer des choses en orbite, envoyer des humains potentiellement et ce genre de choses. Pour revenir maintenant à ça, ça c'était l'idée dès la base. Au début, après on avait des véhicules qui ressemblaient pas à la même chose, et rapidement on est allé sur un véhicule qui est celui qu'on a actuellement, qui s'appelle Zephyr. C'est une fusée très classique, c'est une fusée verticale, ça fait 20 mètres de haut, 1,5 mètre de diamètre, c'est 2 étages. Le premier étage il t'emmène jusqu'à 100 km, il donne 40% de l'énergie. Le deuxième étage il t'emmène à Mach 25 à jusqu'à 500 km d'altitude en orbite, et pour envoyer 200 kg dans l'espace. On envoie 200 kg. Et donc, la value proposition, c'est qu'au cours des 20 dernières années, les satellites, un peu comme toute l'électronique mondiale, est devenue de plus en plus petite, de plus en plus puissante, et de moins en moins chère. Et le spatial a toujours 10 à 15 ans de retard sur le reste du monde, pour plein de raisons, mais voilà, on a 10 à 15 ans, et donc c'est arrivé dans les années 2010 dans le spatial, on s'est dit, ah merde, on peut faire des satellites bien plus petits. Comment on peut faire des satellites plus petits ? Ils sont moins chers, et comme ils sont moins chers, il y a eu plein d'acteurs qui se sont dit attends, mais moi aussi je peux devenir opérateur de satellite. Donc avant, là où les satellites ils pesaient plusieurs tonnes, faisaient la taille d'une bagnole et étaient envoyés à 36 000 km d'altitude dans ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire, c'est une orbite où on reste toujours au-dessus du même point parce qu'on tourne à la même vitesse que la Terre. Au lieu de ça, on a eu plein de gens, start-up, pays, même universités qui se sont dit je vais faire mon satellite pour quelques centaines de milliers d'euros, voire millions, et l'envoyer dans l'espace pour plein d'applications différentes. Faire des photos, suivre, faire des photos, communiquer, la géolocalisation, mais derrière ça veut dire que tu peux prendre des photos des forêts qui sont en feu en temps quasi réel. Tu peux communiquer avec tous les objets connectés, vos voitures, ce genre de choses. Donc plein d'applications, des centaines et des centaines d'applications différentes. Et que le ticket d'entrée c'était plus plusieurs milliards pour le faire, mais quelques dizaines de millions d'euros. Quelques dizaines de millions d'euros pour avoir un business à l'échelle mondiale, ça reste un budget raisonnable dans les startups. Et donc ils sont mis à créer ces satellites. Le problème c'est que les lanceurs, eux, ils étaient adaptés, parce que ça prend du temps à développer une fusée, ils étaient restés adaptés aux anciens satellites, qui existent toujours, mais c'est pas la même proportion, quoi. Ouais. Et donc, tu te rends compte qu'envoyer 200 kg de satellites avec une fusée qui envoie 10, 15, 20 tonnes, c'est pas très efficace. Donc tu es obligé d'être passager secondaire, mais quand tu es passager secondaire, c'est un peu le syndrome du métro, quoi. Tu dois marcher, le problème c'est que dans l'espace tu peux pas marcher. Donc si on t'envoie... c'est ça, ouais. Si on t'envoie un peu trop ou trop bas, c'est pas trop gênant, tu peux toujours accélérer ou ralentir. Par contre, si on t'envoie pas au bon angle, en fait, à la bonne, ce qu'on appelle l'inclinaison orbitale, ça demande énormément d'énergie de changer une inclinaison orbitale. Et donc là, factuellement, tu es juste fichu. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de dire, vous n'êtes pas des clients secondaires, on va vous créer une fusée qui est adaptée à la taille de vos satellites, à la taille de vos besoins. Donc, on va vous envoyer votre flotte de satellites, votre constellation de satellites en dédié. Vous êtes les seuls clients sur notre fusée. On vous envoie pile poil au bon endroit, chacun de vos satellites. On a 50 lancements par an. Et ces 50 lancements, ça fait qu'au lieu de déployer votre constellation en 2 ans chez SpaceX, par exemple, vous allez pouvoir la déployer en quelques semaines chez nous. Donc, c'est des machines à sous, les satellites. Donc, le plus rapidement elles sont dans l'espace, le plus rapidement notre client fait de l'argent. Voilà, c'est ça notre proposition de valeur. Et comment tu as cette idée, en fait, à l'époque ? Après, ça s'est développé. Au début, moi, je voulais faire des fusées. Au début, je voulais faire des fusées, on va pas se mentir. Et après, tu réfléchis. Mais très rapidement, tu voyais l'évolution. Encore une fois, c'est un sujet de logistique, en fait. Ouais. Faut pas dramatiser ça. C'est un peu l'histoire de FedEx.
FedEx a battu Air Freight en faisant de la livraison ultra rapide de tout petits colis qui en fait étaient des contrats. C'est comme ça qu'a battu Air Freight, qu'a battu FedEx Air Freight. C'est à peu près ce qu'on souhaite faire en fait. On se concentre sur une niche de marché, mais qui n'est pas une si grosse niche. Hein. C'est 600 satellites l'année dernière, de moins de 200 kilos, et c'est plus de 10 000 à envoyer dans les 10 prochaines années. Donc en fait, ça c'était une évidence. Tu te dis, mais t'as une croissance monstrueuse du nombre de petits satellites et t'as aucun micro-lanceur qui existe, quoi, aucun petit lanceur qui existe. Donc le marché va pas dans le bon sens. Combien ça coûte d'envoyer un satellite dans l'espace ? Ça va dépendre d'énormément de choses. T'as pas de prix unique. Chez nous, ce que je peux dire, c'est qu'une fusée, dépendamment du nombre que tu achètes, etc., c'est entre 4,5 et 5,5 millions d'euros. C'est-à-dire que c'est ta fusée dédiée la moins chère sur la planète. Et vous, ça vous coûte combien de faire un lancement de fusée ? Ça, c'est le secret de la maison. Mais l'objectif, c'est de faire de très belles marges. Voilà. Mais non, on veut se rapprocher. On veut largement descendre en dessous des 4 millions d'euros par lancement. Et, ah ouais, donc vous avez besoin de juste un satellite pour être rentable. Oui, mais après, tu as toute la structure. Hein, donc, tu as toute la structure de coût. Aujourd'hui, il faut faire quand même quelques lancements pour break-even. Mais oui, on peut très rapidement devenir rentable et le reste, on se le met dans la poche. Ouais. C'est l'objectif. Hein. Le but, c'est d'être super rentable pour ensuite réutiliser l'argent pour développer le reste de l'infrastructure spatiale, développer des véhicules plus gros, encore moins chers, etc. Et moi, un truc qui m'a toujours intrigué sur les business plus hardware, c'est comment tu t'y prends, en fait, parce que tu as ton idée. Et ensuite, pour créer toute la mécanique derrière l'ingénierie, moi, ça me passionne, les ingénieurs, ce qu'ils arrivent à faire. Ouais. Genre, c'est quoi le process, en fait parce que toi, du coup, Je suis pas du tout ingénieur. T'es pas du tout ingénieur. Donc, tu fais quoi ? Tu prends un ingénieur, tu lui dis, OK, donc moi, je veux faire des micro-lanceurs. Fais-moi un design. Ouais. Et le mec, il part de rien et il sort un design. C'est aussi bête que ça. Ouais. En fait, si tu veux, c'est bête, mais c'est un peu un iceberg. C'est-à-dire que tu peux très rapidement avoir un design, mais de passer entre un design préliminaire et qui en fait où tu vas venir estimer très rapidement la taille du bazar et un design final, tu as des années. Ouais. Parce qu'en fait, tu dois aller... Donc oui, pour répondre à tes questions, comment est-ce que tu fais ça ? Tu recrutes beaucoup d'ingénieurs et idéalement les plus brillants de la planète. C'est ce qu'on fait nous. Et donc, ça prend des années et des années. En fait, tu as des boucles d'itération parce que tu as plein de trucs que tu sais pas. En fait. Surtout quand tu fais un petit lanceur, c'est super dur de faire des petites fusées. Une petite fusée est beaucoup moins performante qu'une grosse fusée. Parce que là, typiquement, l'épaisseur des réservoirs reste la même sur les deux fusées pour maintenir la même pression. Le problème, c'est qu'à l'échelle d'un petit réservoir, tu as plus de ce qu'on appelle de rapport entre la masse sèche et la masse mouillée. La masse mouillée, c'est quand tout est rempli, par rapport à une grosse fusée. Et ça t'handicape énormément dans la performance. Quand je dis énormément, c'est qu'on est à la limite de ce qui est possible d'être envoyé dans l'espace. Et au début, notre fusée, on prévoyait, c'était 12 mètres de haut, 1,2 mètres de diamètre. Maintenant, on est à 20 mètres de haut, 1,5 mètres de diamètre. On a quasiment pas loin d'avoir triplé la poussée au décollage, parce que en fait, plusieurs choses, on a pris des marges, on a augmenté la performance au fur et à mesure, mais surtout, t'apprends sur le véhicule, tu commences à vraiment fabriquer toi-même tes réservoirs, fabriquer toi-même tes moteurs, donc tu sais combien est-ce qu'ils pèsent, tu connais exactement leur performance. Voilà. Et est-ce donc par exemple sur ton projet, est-ce que les ingénieurs ils font tout en principe premier, genre en partant de la base, ou est-ce qu'il y a genre un espèce de, je sais pas, d'open source, de projets et d'informations par rapport à comment créer une fusée qui existe sur internet, ou des livres, genre comment ça se passe ? T'as beaucoup de données open source. Okay. T'as énormément de données open source de la NASA, quelques documents soviétiques aussi, français également. En fait, c'est trois points. T'as tout ce qui est open source, qu'on utilise massivement, et même on est à des points où typiquement notre turbopompe on l'a fabriqué en prenant plein de documents open source qu'on a pu trouver, en faisant un modèle de machine learning plus ou moins pour derrière nous aider à sortir des designs. Donc là, on va jusqu'à ce point-là pour utiliser l'open source. Deuxième point, c'est first principle thinking. Donc c'est vraiment qu'est-ce que la physique limite nous impose, tu vois. Et aussi qu'est-ce qui est con dans la limite physique. Typiquement, on n'a pas besoin d'être précis au millibar sur des sujets, alors que c'est des trucs qu'on t'apprend à l'école, ce qui est une connerie. Bref. Et le troisième point, c'est ce que nous, c'est ce qu'on appelle le bon sens paysan. Le bon sens paysan, c'est justement utiliser des trucs qui fonctionnent. Donc, tu vois, t'as plein de trucs qui fonctionnent et il faut pas réinventer la roue. Quand tu fais des business comme les nôtres, réinventer la roue, ça prend beaucoup plus de temps, ça coûte beaucoup plus cher et généralement, c'est encore plus cher à l'exploitation. Donc, on n'a pas intérêt à réinventer la roue. Donc, ce qu'on fait, c'est que c'est un peu une approche duale. On va venir se concentrer sur les éléments les plus complexes et les plus porteurs de valeur, notamment le moteur fusée, qu'on va venir complètement imprimer en 3D en seulement 3 pièces, typiquement, au lieu de
on le fait en quelques semaines au lieu de plusieurs mois avec une manière plus traditionnelle, ou même une partie du software ou ce genre de choses. Par contre, si je prends les structures, c'est débile. C'est une technologie qui existe depuis la nuit des temps. Notre carburant et le carburant et le comburant, donc l'oxygène liquide et le kérosène, ça existe depuis la nuit des temps. La nuit des temps, depuis les années 60. Je pourrais continuer longuement, mais en fait, on essaie d'aller au plus simple, là où ça fait sens d'aller au plus simple, et par contre, de mettre un peu de technologie pour comprendre. Parce que le problème, c'est que quand c'est simple, généralement, c'est lourd. Voilà, c'est un peu le problème. Donc, c'est bien sympa d'être simple, mais il faut quand même décoller. Donc, après, c'est une combinaison entre les deux. Et là, on utilise aussi beaucoup d'expérience des anciens. On a la chance en France d'avoir, pas qu'en France, on recrute pas que des Français, mais on a la chance en France d'avoir fait beaucoup de fusées. Et donc d'avoir des gens qui s'y connaissent très bien. Ça vient parfois, pour certains d'entre eux, au fait qu'ils sont trop traditionnels. Ouais. Mais c'est un même problème qu'on a en fait dans les ingénieurs qui sortent de nos écoles. À l'école, le problème c'est que c'est les mêmes personnes qui leur apprennent ça. Et en fait, on a un vrai sujet, c'est qu'il y a un sujet de culture et de philosophie de développement qui est très mauvaise aujourd'hui, enfin qui n'est pas suffisamment bonne aujourd'hui dans les écoles françaises, où on va t'apprendre, on va te parler de performance, on va te parler d'alléger le truc, on va te parler de machin, on va jamais te parler de coût, on va jamais te parler d'efficacité, on va jamais te parler de rapidité ni de production. Très rarement. Et donc nous, on doit tout refaire derrière. Et donc, bon, voilà. Donc c'est surtout ça qui est compliqué. Puis après, on prend des gens aussi un peu d'autres pays. Là, on est en train de recruter quelques Américains qui, eux, des anciens de chez SpaceX, etc. Et pas que, mais et ça apporte quelque chose en plus. Tu parles pas mal de SpaceX. Est-ce que tu les considères comme un ennemi à abattre? Est-ce que c'est un truc qui te motive ou pas d'avoir un concurrent? Je dirais pas que c'est mon plus gros concurrent aujourd'hui. Est-ce que ça me... Je veux pas abattre mes adversaires. Par contre, je déteste perdre. Gagner, ça me fait ni chaud ni froid, mais perdre, j'en dors pas, tu vois. Et là, t'as le sentiment de perdre? Non. Non, par rapport à SpaceX, c'est pas comparable. On est rien par rapport à SpaceX. SpaceX, c'est probablement la plus belle boîte de l'histoire des probablement 20 dernières années, si ce n'est plus, et pas que dans le spatial, d'ingénierie en général, voire boîte industrielle en général, plus belle des 20 dernières années. Donc, puis les mecs sont plus de 12 000, enfin bon, bref, c'est une boîte extraordinaire. Donc non, on n'est pas... En fait, c'est pour ça, c'est que c'est impossible pour moi de me comparer à SpaceX aujourd'hui. Est-ce qu'à terme, en fait, à terme, oui, il faut qu'on arrive à les battre, à être au même niveau et à rentrer en compétition, mais ça va prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est pas forcément eux que je considère comme étant mes concurrents. Donc, ce que fait SpaceX, SpaceX le fera. Moi, je dois vivre malgré ce que fait SpaceX et essayer de les battre différemment. Mais tu vois, il y a beaucoup de boîtes, même qui ont été créées, tu vois, je pense même avec des Google et des machins dans le genre, et qui commencent à être un peu colosse au pied d'argile, quoi. Donc, toute grosse boîte peut perdre de la vitesse. Chez SpaceX, c'est compliqué de perdre de la vitesse, mais tant qu'il y a Elon Musk à la tête et puis Gwynne Shotwell aussi, mais en tout cas, on restera là. Puis SpaceX, c'est pas 100% du marché spatial non plus, donc il y a de quoi se développer et faire des choses intéressantes. Et puis on fait pas exactement ce que fait SpaceX non plus. Ouais. Tous les lanceurs se ressemblent pas et notre vision n'est pas la même n'est pas complètement la même que celle de SpaceX. On n'a pas les mêmes intentions, pas les mêmes projets. Et donc du coup, t'as cette vision claire. Tu rentres dans cet incubateur. Et c'est quoi ensuite les grandes étapes qui ont permis de t'amener où t'en es aujourd'hui? Définitivement notre levée de fonds, première levée de fonds qu'on réussit. Donc on décide de partir de Paris pour la raison que j'ai évoquée, c'est que c'était pas le meilleur climat pour le faire. Et on se dit, il y a plein de régions qui veulent innover, qui ont envie de se targuer d'avoir une boîte un peu sexy. Et donc on fait à peu près toutes les régions à 1 heure de Paris. On veut quand même rester proche de Paris parce que c'est là où est le centre politique. Et le spatial est hautement politique et stratégique. Donc on visite plein de villes et on finit à Reims où on est super bien accueillis et en fait il nous faut rencontrer un de nos fonds d'investissement, la BPI locale qui sont à fond et qui nous disent ouais on va vous aider machin truc minule, la région qui dit pareil. On se dit ah ouais punaise on est accueillis comme des rois alors qu'on n'a pas... J'étais même gêné à l'époque, je me dis merde mais j'espère que j'ai pas trop survendu, parce que je veux dire j'aime pas mentir aux gens quoi. Mais non ils nous ont accueillis comme des dingues. C'était un pari mais au final en fait ils ont presque fait un pari comme un VC tu vois. Ils se sont dit je vais pas aller sur cette boîte quitte à cramer des sous mais c'est pas grave. Parce qu'il faut en ressortir une belle chose. Et bon, je pense qu'on l'a plutôt bien rendu. Mais donc voilà. Et donc on finit à Reims. On lève un peu 800 000 euros et des poussières, je crois. 750 000, pardon, euros. Et donc on recrute les premières personnes. On recrute une dizaine de personnes. C'est toi qui fais le recrutement ? On avait déjà pas mal de gens avec qui on bossait et qui nous aidaient sur le côté. Donc en fait, on recrute la core team qui est déjà bossé sur le projet. Et après, on commence le premier recrutement. Je crois que la première personne recrutée en dehors de cette core team, ça doit être Thibaut. Et ça devait être en
j'ai envie de dire mars 21, mais je suis pas sûr. Bref, donc en tout cas pas longtemps après. Et c'est pas moi qui l'ai recruté lui. Alors, et je vais dire quelque chose de background. Je suis très heureux. Thibaut est un mec génial et les personnes sur lesquelles je me suis pas impliqué aussi. Mais c'est quelque chose que j'ai changé. Je m'étais pas assez impliqué dans les premiers recrutements. Voilà, et d'expérience, c'est une des erreurs que j'ai faites. Alors, on se n'est pas si mal débrouillé, franchement, hein, donc c'est cool, j'ai aussi une belle équipe sur laquelle je peux compter pour recruter, mais j'ai pas passé suffisamment de temps. Il y en a certains oui et certains non. Et maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir toujours au téléphone les candidats, quelle que soit leur position dans l'entreprise, toujours au téléphone les candidats en dernière ligne. Ça fait deux choses, c'est que si je considère que c'est pas un bon culture fit, je les prends pas, et je peux dire non. Aujourd'hui, je l'ai pas encore fait, je suis plutôt content, ça veut dire que j'ai encore des bons recruteurs. Et en plus de ça, si on les prend, eux ils sont très contents d'avoir un peu. Enfin, j'ai remarqué un truc qui m'a un peu étonné, c'est que tu as une sorte de respect du DG, du directeur dans la boîte. Ça m'a étonné. Je me suis dit, mais non, je suis moi, quoi. Tu vois, non, c'est impressionnant. Surtout quand tu recrutes des gens qui sont un peu plus âgés, tu vois, qui ont leur propre expérience. Et tu te dis, mais ils sont presque intimidés. Tu te dis, mais non, mais faut pas, on se tutoie, on est potes. Qu'est-ce que tu fais Raconte-moi ta famille, comment s'appellent tes enfants. Enfin. Je m'en s'en fous, tu vois, je prends des verres avec eux. Mais bon, c'est le truc qui m'avait pas choqué. Mais du coup, j'utilise aussi parce que c'est important de montrer... la valeur de notre boîte, c'est les personnes qui sont dedans. Le reste, la technologie, les machines, les conneries. C'est les gens. 100% de la valeur. Et donc, du coup, vous faites cette première levée de fonds et après, il se passe quoi ? Après, il se passe quoi ? On lance le développement. Donc là, on part vraiment de zéro. Et là, ça part un peu en cacahuète. Enfin, ça part pas en cacahuète, mais en fait, ça part dans tous les sens. Et il nous manque plusieurs choses. C'est que il nous manque l'expérience. On recrute des gens jeunes. Ils sont brillants et qui ont évolué comme pas possible au cours des dernières années, mais il manque l'expérience qui permet d'un peu cadrer tout ça. Et on fait quelques recrutements que je mène pour le coup sur quelques points, notamment on recrute un gars qui s'appelle Bastien, qui est aujourd'hui adjoint CTO, qui a commencé au département électronique, qui lui avait plus de 10 ans d'expérience chez Ariane Espace et Ariane Group. Donc dans les opérations, les lecs et ce genre de choses. Un mec génial et qui a vraiment la philosophie et la bonne mentalité. Donc il rejoint l'entreprise et j'avais ce qu'on appelle un advisory board. Donc c'est des gens du secteur, soit experts techniques mais pas forcément, qui venaient donner leur avis sur le projet et essayer de nous orienter avec leur expérience. Et un des membres de l'advisory board qui s'appelle Olivier, je lui ai également fait une proposition. Il nous a rejoint en juillet 2021 pour un peu cadrer ça. Et c'est à partir de là que, si tu veux, il y a eu un peu pas une reprise à zéro. Ça s'est fait progressivement, on n'a pas juste tout mis à plat, mais on a pas mal repris. Donc en fait, le projet, il a été... on n'aurait pas pu faire, je pense, différemment avec l'expérience qu'on avait, mais factuellement, on a dû à plusieurs reprises repenser les bases, etc. Et reconsolider les bases plusieurs fois d'affilée. Bon voilà, c'est comme ça, on est quand même allé super rapidement, mais donc c'est comme ça qu'on accélère pas mal. On refait une petite levée de fonds de 800 000 euros, pardon, 400 000 euros d'equity, puis on prend une nette de 400 000 à côté de développement de la PPI. Et voilà, et donc là, on commence à faire les premiers essais. Donc le moteur fusée est pas loin d'être designé. On fait des essais sur toute la partie injection, enfin bref. Et on déménage dans notre usine actuelle. Et on finit par lever des fonds un peu au forceps en notre série A en juin 2022. On lève 10 millions d'euros. Où ça a été compliqué. On était à 7 jours de la faillite, mais large. Voilà. Donc ouais. Et là, on fait venir 3 fonds d'investissement en plus au capital de la boîte, des gens qui accompagnent encore la boîte aujourd'hui, qui sont géniaux, quoi. Et ça, c'était quand ? Ça, c'était juin 2022. Donc tu vois, il s'est passé vraiment... En fait, les 2 premières années, quasiment... Allez, première année et demie, première année 3/4 de la boîte, ça avait vraiment été que du préliminaire, très axé propulsion, ce qui n'est pas forcément la même chose, mais très axé propulsion, pas suffisamment staffé sur le reste. Et il nous manquait plein de choses. On n'avait pas d'équipe système à l'époque, à proprement parler. L'équipe système, c'est... Tu développes plein de trucs, plein de composants, plein de choses en parallèle. Mais il faut qu'ils feed, quoi, ensemble, le truc. Et... je ne veux pas dire de conneries parce que je suis pas assez bon dans le software, mais c'est un peu les gens qui vont vérifier que tout s'assemble bien, un peu de Scrum Master, etc. Mais qui vont un peu, qui vont synchroniser les projets, qui vont émettre ce qu'on appelle des requis. Donc typiquement, telle pièce, elle ne doit pas peser plus que ça, elle doit sortir cette performance parce que sinon le bazar il ne fonctionne pas, etc., etc. Et qui s'assure de cette exécution-là. Et ça, on l'a eu un peu trop tard. Bon, ça fait plusieurs années qu'on l'a maintenant, mais on l'a pas eu au début. Et ce que ça fait, c'est que il manquait cette cohérence. C'est pour ça qu'on a dû reprendre les bases plusieurs fois d'affilée, parce qu'en fait, les bases n'étaient pas saines. Et si tu pars sur un produit où les bases sont pas saines et que tu essaies de l'améliorer, t'es foutu. Donc il fallait reprendre au début, quoi. Enfin, pas au début, mais bon, voilà. Et donc là, vous avez déjà fait plusieurs tests. Vous avez testé quoi, du coup ? On a énormément de choses. Les plus visibles qu'on a fait, c'était des essais moteurs.
Donc on a testé ce qu'on appelle une chambre de combustion, c'est la partie qui crame du moteur. On en a testé plusieurs, fin 2022 à mi-2023. Pour prouver toute notre technologie de moteur, complètement imprimée 3D, etc. Et les performances du moteur, donc c'est cool, ça fait des belles images. On a fait pas mal d'essais électroniques, alors ça c'est moins visible et moins sexy, mais c'est presque plus dur. Et donc c'est quoi un essai électronique? Si tu veux, ta fusée, là, pour la faire voler, tu as besoin de quelques éléments clés. Tu as besoin d'avoir des capteurs un peu partout qui vont contrôler la température, les machins, les trucs, les bidules, pour savoir si la fusée elle va dans le bon sens aussi. Donc tu as tous ces capteurs-là. Ces capteurs-là, ils donnent de la donnée, il faut récupérer cette donnée. Ouais. Cette donnée, elle va directement être balancée à ce qu'on appelle un OBC, un on-board computer, qui en fait est l'ordinateur de bord qui va réfléchir, etc., donner des ordres à la fusée. Puis après, tu as d'autres systèmes, tu as ce qu'on appelle toute la partie en français, guidage, navigation et contrôle. Donc c'est ce qui permet de faire en sorte que ta fusée aille correctement dans l'espace. Tu as tout ce qui est batterie, etc. Donc gérer la puissance élec. Enfin bref, tu as tous ces systèmes-là et c'est généralement ce qui foire dans une fusée parce que c'est assez complexe. Tu dois quasiment avoir tout en temps réel et tu transfères énormément de données en très très peu de temps. Et tu dois bien évidemment la communiquer avec le sol pour s'assurer que la fusée reste en sécurité et aille dans le bon sens. Mais la fusée est autonome. Les fusées sont complètement autonomes. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui les contrôle, etc. Nous, ce qu'on peut faire au sol, c'est décider de la détruire si jamais elle sort de son cône de sécurité. Et donc, elle met en danger des personnes ou des biens. Et voilà, et ça, c'est super dur. Typiquement, la partie... Donc, tu as des bombes à bord de la fusée pour l'autodétruire Ouais, faudrait qu'on trouve d'autres moyens. Enfin, en fait, il faudrait qu'on fasse autoriser d'autres moyens. Mais oui. Ouais, on a des explosifs à bord, qui viennent percer. C'est pas des gros explosifs, mais ça vient percer en fait les réservoirs. Et donc, ça perce les réservoirs, ça met à feu, ça neutralise la fusée. Mais nous, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est on a des vannes. Tu coupes les vannes d'alimentation du moteur, et donc le moteur s'éteint. Mais du coup, là, ça tombe. Ouais, mais on s'en fout. Si tu la lances à un endroit où elle peut tomber, quoi. Ouais, ça marche quand même. Les Américains le font. Donc ça fonctionne, c'est juste qu'en France, personne ne l'a jamais fait. Du coup, comme personne ne l'a jamais fait, il va falloir qu'on galère pendant 2 ans, 3 ans à montrer que nous, on sait le faire. Mais bon, voilà. Mais du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu coupes les vannes et la fusée, elle retombe dans la mer, quoi? Elle suit sa trajectoire balistique, ouais. Ok. Ouais, elle retombe dans la mer. Ah, ok. Elle retombe dans la mer. Tu la lances de manière à ce qu'elle puisse pas retomber sur une ville. Bien sûr. Ouais. Enfin, j'ai envie de te dire, t'as pas envie de la faire péter au-dessus d'une ville non plus, ta fusée. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, en fait, t'as ton cône de sécurité, mais t'as pas que ce cône. Enfin, genre, ton cône de sécurité, il n'y a pas une ville ici, une ville là, tu vois. Il y a de la place. Il y a de la place. Donc voilà. Ok, et donc vous voulez faire pour ratterrir vos fusées aussi ou c'est pas au début. Un objectif? C'est carrément un objectif à terme. Pas sur cette fusée. Comme j'ai dit, plus on est petit, plus c'est compliqué d'avoir de la performance. Ouais. Et donc tu te bats vraiment au niveau du gramme, quoi. Et le problème de la réutilisation, c'est que ça demande énormément de performance. SpaceX, c'est entre 25 et 30% de la performance de leur fusée pour faire atterrir. Qu'est-ce que tu entends quand tu dis performance? En fait, la fusée, elle va décoller de cette manière-là. Et en fait, le premier étage, il va se séparer, je crois que chez SpaceX, c'est 90 km globalement. Donc il va se séparer à 90 km. Il a une vitesse, si je dis pas de bêtises, ça doit aller à Mach... alors on est dans l'espace, donc ça veut rien dire, mais on va dire à 5 à 6 fois la vitesse du son. Et donc il a une trajectoire balistique, c'est-à-dire qu'il va tourner autour du globe comme ça. Il a une énergie, tu vois, comme quand tu lances une balle, elle continue. Mais c'est pareil pour un premier étage. Donc tu coupes les moteurs. Ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, là, tu dois garder du carburant. Parce que si tu n'as plus de carburant, ta fusée, elle va juste tomber et elle s'exploser par terre. Tu vois. Donc ce qu'on doit faire, c'est 2 choses quand tu es SpaceX. Tu dois retourner la fusée, ça coûte pas trop cher. Tu dois ralentir, parce que si tu ralentis pas assez, ta fusée, elle va cramer dans ce qu'on appelle la rentrée atmosphérique, elle va se taper l'atmosphère. Et là, ça tient pas. Donc tu dois la ralentir, ça coûte un peu de performance déjà, ce qu'on appelle le re-entry burn. Enfin non, je vais pas rentrer dans les détails, on va appeler ça le re-entry burn, désolé pour les gens du spatial qui... Voilà, j'oublie le boost back burn. Mais on en a beaucoup sur la chaîne, des puristes du spatial. Non mais je vais me faire engueuler même par mes équipes. Voilà. Bon, bref, t'as ce qu'on appelle le boost back burn pour te foutre sur une barge, en gros, pour bien viser. Ensuite, quand tu rentres dans l'atmosphère, tu vas freiner. Tu freines pour éviter d'avoir que ton métal, c'est de l'aluminium, donc ça crame. Enfin, ça fond à 1000, je sais pas combien ça fond, 1200, 1300 degrés. Et ensuite, tu dois réatterrir. Et pour réatterrir, la manière dont ça fonctionne, c'est que tu rallumes les moteurs. Ouais. Mais donc ça demande énormément de performance parce que tu dois annuler en fait une vitesse que tu avais prise, tu dois l'annuler complètement pour atterrir. Et ça veut dire que tu gardes à bord 25 à 30% du carburant dans ta fusée. Ces 25 à 30%, si tu me les retires à moi, j'en vois rien dans l'espace. Ouais. Et en fait, il me faudrait plus que 25 à 30, il me faudrait quasiment 50% de la soit un truc plus gros, soit un truc plus léger. Plus gros, mais en fait, plus tu fais un truc gros, pour juste le réutiliser, moins en fait, tu perds en rentabilité. Ouais. Parce que tes moteurs sont plus gros, ils coûtent plus cher, etc. Donc c'est compliqué. En fait, je pense que c'est compliqué de faire une fusée réutilisable, rentable à moins de 2 tonnes de capacité en orbite.
C'est quand même beaucoup plus grand que la nôtre. Par contre, les prochaines fusées seront complètement réutilisables. Premier et deuxième étage, à terme. Ok. Voilà, comme Starship. Mais moins gros que Starship, parce que ça coûte un peu cher. Mais puis c'est un gros step. Mais par contre, on fera des fusées qui enverront quelques tonnes dans l'espace et qui seront complètement réutilisables premier et deuxième étage. Et du coup, là, vous pensez pouvoir avoir votre premier lancement commercial quand Alors, on a premier lancement commercial. En fait, on a un premier lancement d'essai. Ouais. Alors, c'est un peu le lancement test, mais c'est le premier décollage globalement. Pourquoi je dis essai? Parce que la probabilité qu'il se plante est assez énorme. Donc, les stats des premiers lancements de nouvelles fusées qui ne sont pas des évolutions depuis 20 ans, c'est 100% d'échecs. Bon, j'aimerais bien battre les stats, mais on va pas se le cacher. Non, et au-delà de ça, C'est dû à quoi, tu penses, qu'il y a autant d'échecs? c'est super dur. Ah ouais. Super dur. En Tu fait, peux pas te réappuyer sur ce que les autres ont fait et qui a bien marché pour... si tu le fais, mais tu sais pas exactement, tu sais pas tout quoi. Ok. Et en fait, une bonne partie, si tu veux, moi je peux passer les plans de ma fusée à quelqu'un, c'est pas pour autant qu'il sait faire une fusée. T'as beaucoup de choses qui sont au-delà des plans et des solutions qu'on te donne. Après, oui, c'est pour ça qu'on utilise pas mal l'expérience et l'expertise des agences spatiales qui nous accompagnent, des propres personnes qu'on recrute et aussi d'experts externes. Mais t'as des milliers de pièces, quoi. T'as un nombre d'interactions. Tu passes de ton décollage à température ambiante, sauf que tu as tes réservoirs à moins 175 degrés d'oxygène liquide. Tu vas accélérer, tes moteurs ils montent à plus de 3000 degrés dans la chambre de combustion. Tu as des vibrations de dingue. Ça veut dire que tu peux décoller des capteurs. Si les capteurs décollent, ça veut dire. Enfin, tu as un nombre de trucs à gérer qui ne sont pas simulables, que tu apprends en faisant des conneries. C'est pour ça qu'on fait plein d'essais en amont, tu vois, pour éviter au niveau système et sous-système de voir les conneries arriver. Mais quand tu assembles tout ça et que tu décolles, enfin, je veux dire, tu passes la vitesse du son super rapidement, tu vas à 28 000 km/h, tu as des trucs que tu peux pas. Dans l'espace, tu as les radiations, d'un côté tu crames, de l'autre côté tu gèles. Enfin, on est dans des environnements assez compliqués. Ça, c'est plus dur que les avions. Donc, tu es dans des environnements extrêmement compliqués et c'est ce qui fait que tu peux pas tout prévoir. Et en fait, si tu essaies de tout prévoir, tu vas te planter. Je vais prendre le premier vol Ariane 5. Ariane 5, premier vol, c'était en 98 ou 99, si je dis pas de conneries. Premier vol Ariane 5, ils avaient passé des années, ils voulaient être sûrs que ça fonctionne, tu vois. Ils sont plantés. Ils sont plantés. Et c'était une erreur à la con. Je dis pas ça parce qu'ils étaient pas bons, c'était des ingénieurs brillants. Mais c'était une erreur à la con. Tu peux pas tout prévoir, c'est comme dans le business, quoi. Ça, ils auraient pu le prévoir. Mais oui, tu peux pas tout prévoir, en fait, la réalité. Et que t'as deux visions. T'as la vision un peu traditionnelle du spatial en Europe, et ce qui était aussi dans les États-Unis avant SpaceX, c'était on va s'assurer que chaque euro public est bien dépensé, et il faut pas faire d'échecs. L'échec, c'est la perte. Enfin, des essais loupés, c'est un échec vécu pour eux, tu vois. Et ils sont tous aussi, comme ils ont vécu cet échec d'Ariane 5, les mecs, ils sont tapés 2 ans de remise en vol où ils sont fait déchirer la gueule. T'as un trauma, quoi, derrière. Et le problème, c'est que c'est pas la manière la plus rapide de développer des choses. La manière la plus rapide de développer des choses, c'est de rapidement coller le modèle au réel. Donc coller le modèle à l'empirique. Donc faire des essais et voler. Et puis si tu plantes une fusée, c'est pas grave, on s'en tape. Tu plantes la fusée, t'en refais une autre. Et tu sais. Cette phrase, elle est énorme. Mais non, mais c'est pour ça que tu mets des capteurs à bord. En fait, c'est le meilleur moyen de savoir ce qui va pas dans ta fusée. Ouais. Actuellement. Parce que partir du principe, non mais tout va aller bien, c'est que t'es con. Partir du principe, je vais faire en sorte que tout aille bien, c'est que très bien, mais t'arriveras 10 ans après tout le monde. Ah non, va à l'échec et c'est pas grave. Donc le premier lancement, c'est pour ça, c'est une longue réponse, mais le premier lancement, c'est un lancement de test. Il y aura peut-être des clients dessus, il y en a 2-3 qui sont intéressés, qui connaissent les risques, et qui sont intéressés, donc pourquoi pas, moi je suis jamais contre. Et le deuxième lancement, c'est un lancement commercial qui a été acheté par l'Agence spatiale française. On a gagné un très 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 gros contrat il y a quelques mois avec eux. Et ça, ce lancement-là, il est mi-26, le deuxième lancement. Sauf si le premier lancement s'est planté et que c'est bien plus grave que ce qu'on espère, mais on a entre 3 mois et 12 mois de remise en vol une fois qu'on a fait le premier échec, quoi. Et donc les contrats que tu signes, c'est principalement avec des acteurs publics ou privés? On commence à signer avec des acteurs privés. C'était là le plus gros contrat qu'on ait signé, c'est un acteur public qui est donc le CNES, Centre national d'études spatiales, notre belle agence spatiale nationale. Et c'est leur rôle, c'est ce qu'on appelle un contrat d'ancrage. Si tu veux. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le risque de t'aider parce qu'ils considèrent que tu es stratégiquement important pour la France, pour sa performance, pour sa compétitivité, etc. Et son indépendance. Donc c'est pour ça qu'elle nous aide et qu'elle nous fait et qu'aussi elle considère que notre produit est plutôt bien foutu et intéressant pour eux. Donc ça, c'est ce contrat d'ancrage. Maintenant, on commence à avancer sur des contrats commerciaux. On a signé un premier accord commercial avec une boîte qui s'appelle Prométhée, qui est une boîte française, qui fait des satellites d'observation de la Terre pour sécurité, climat, etc. Et là, on en a beaucoup dans le pipe à signer d'ici les prochaines semaines, mois. C'est quoi, du coup, les boîtes qui veulent lancer des satellites, ils font quoi?
Bah, allez, je vais te donner des exemples. J'ai donné genre des exemples les plus évidents, le business Ok. le plus évident, et ensuite des trucs un peu marrants. Ok. Et j'ai donné les noms des boîtes, comme fait ça la les gens pub. pourront regarder. Ouais, bon. Achetez Noah des lanceurs surtout. Pas cher. 10 achetés, un de plus offert. Voilà. En fait, lui, c'est le Alibaba des lanceurs de fusées. Attends, j'aimerais bien. Mais c'est ça, en fait, tu veux faire un peu le truc On est low ouais. cost, quoi. Carrément, bah alors c'est pour la masse. Ouais, alors pour pas que les gens se méprennent, on est plus cher qu'un SpaceX aujourd'hui, typiquement. Oui, mais pour l'instant. Mais, quoi. mais en fait, sur ce qu'on appelle le coût total d'accès à l'orbite, tu vois, Hmm. donc la totalité du coût, c'est pas juste ce que tu payes en Mm. livraison, c'est le temps que tu vas attendre, c'est tes pertes de revenus, tes pertes d'opportunités. Quand Ok. tu additionnes ça, on est largement moins cher que le reste. Ok. Bref, donc pour revenir, c'était quoi ta question? C'était Oui, ouais, c'est quoi les clients, ok. sociétés, ouais. Les sociétés, tu vas avoir, donc je t'ai dit observation de la Terre et communication majoritairement. Communication, alors c'est pas ça sera jamais nos clients, mais t'as Starlink, c'est le plus gros, tout le monde connaît Starlink. Ça, c'est ce qu'on appelle de la communication très haut débit. Donc ils ont aujourd'hui plus de 6000 satellites dans l'espace et tu peux te connecter maintenant même quasiment depuis ton téléphone, c'est en train de sortir. Mais sinon tu as ton récepteur Starlink. Donc tu as ça, c'est évident pour les humains tous les jours, mais c'est aussi utilisé massivement c'était utilisé en Ukraine. C'est utilisé sur les bateaux, c'est utilisé sur les avions maintenant. T'as ensuite ce qu'on appelle la communication bas débit. Le bas débit, c'est ce qu'on va généralement appeler tout ce qui est lié à l'Internet des objets, IoT. Et là, ça va être tout ce qui est ta trottinette électrique. C'est généralement couplé avec de la géolocalisation, mais ta trottinette électrique, les conteneurs, tous les conteneurs. Typiquement, c'est un exemple, les gens ne se rendent pas compte, mais dans les super tankers, enfin pas tankers du coup, mais des très gros bateaux, où tu vas avoir des milliers de conteneurs maritimes, on en perd des centaines par an, si ce n'est des milliers. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est des Quoi milliers par an. Ouais, on en perd des milliers. Mais perdre Ils tombent dans l'eau. No way. Je te jure. Non. Mais ça coûte des milliards aux assurances, hein, et aux boîtes. Des milliards. Ah mais c'est un truc personne ne le sait ça, mais ça coûte des milliards. Ça c'est un gros business. Et donc en fait, C'est genre l'équivalent plus du livreur de la poste, tu vois, qui fait tomber un paquet. T'as des gens, ils font tomber des containers, ils sont là, tu sais, t'imagines le gars avec sa télécommande, genre, oh merde, ça. fuck, c'est Encore, le 4ème aujourd'hui, merde, ouais non mais c'est exactement ma ça. PlayStation. Et donc, ouais, putain. mais donc c'est un enfer, C'est c'est un dingue. enfer logistique. Et au-delà de ça, t'as aussi, tu veux pouvoir. En fait, il y a un truc, c'est que quand tu t'occupes des containers, quand t'es un mec qui s'occupe du shipping ou autre, non, quand t'es une entreprise, tu sais quand ton conteneur arrive au port de départ, et tu sais quand il arrive au port d'arrivée. Tout ce qui se passe au milieu, t'as aucune idée. Donc en fait, tu sais pas où sont tes biens, où est ta marchandise. Tu peux foutre des petits récepteurs sur les conteneurs qui vont communiquer en direct et qui vont pouvoir. T'as pas besoin de passer beaucoup de données, mais tu passes. Par contre, tu peux lier énormément d'objets dans des espaces très restreints, parce que c'est mal faire le très haut débit par contre. Et donc, c'est ce qui permet. Ça, c'est un immense business typiquement. Ok. Mais t'en as plein d'autres. Maintenant, pour aller sur des trucs un peu plus rigolos, t'as une boîte qui s'appelle Unseen Labs en France. C'est des Bretons. Leur satellite s'appelle c'est Bro 1, 2, 3, 4. Ça veut dire Braze Reconnaissance Orbiter. Ils ont. J'allais dire plus de 10 satellites maintenant en orbite. J'espère pas dire de conneries. Eux, ils ont un business assez spécial. Ils vont détecter les bateaux pirates. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un instrument qui permet de détecter les balises AIS. Donc, chaque bateau, si vous avez déjà fait du bateau, la majorité des bateaux émettent avec des balises AIS. Ça vous donne en gros la plaque d'immatriculation, votre positionnement, si j'ai pas de conneries, sur le globe, et d'autres infos. C'est aussi par là que tu peux faire des SOS, etc. Eux, ils vont suivre tous les bateaux à des endroits stratégiques, hein, notamment le détroit d'Ormuz, etc. Ils vont détecter les bateaux. Et quand il y en a un qui désactive sa balise AIS, tu as plusieurs cas de figure. Numéro 1, il est en détresse, il faut aller le sauver. Donc il faut savoir où il est. Numéro 2, c'est un bateau pirate qui a désactivé sa balise AIS parce qu'il va faire de la piraterie, donc il ne veut pas se faire repérer. Numéro 3, c'est de la contrebande, et du trafic de drogue, etc. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils voient les bateaux qui désactivent leur balise AIS, et ensuite ils vont les traquer avec des instruments que je ne révélerai pas, bon, de l'autre sens, j'en sais rien, mais ils vont les traquer avec des instruments probablement de l'observation de la Terre ou ce genre de choses, et ils vont les traquer pour dire à la marine nationale par exemple, vous avez tel bateau qui est là, ils vont probablement faire une attaque, etc. Mais la pêche illégale, j'ai pas cité la pêche illégale. Pêche illégale, ils ont des très gros clients au Japon, donc ils peuvent détecter pareil les bateaux de pêche illégale. Donc ça, c'est un business super rigolo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Peut-être que c'est Antoine Blanco qui va faire une autre partie sans se faire repérer. Attends, j'envoie un message à Unseen Labs. Je leur dis de mettre sous surveillance ton bateau international. Là. Ils se met pile poil à la limite des internationales. C'est dingue qu'on puisse. Et C'est dingue, ça hein. peut zoomer jusqu'à. Genre moi, si je marche dehors, on arrive à me suivre avec un satellite. Non, pas avec ces petits satellites-là. Mais oui, les États-Unis ont des satellites qui te permettent de te suivre toi.
Enfin, je crois que N'importe où dans le monde. je crois que la plus grosse performance qu'ont les satellites d'observation américains, oui, ça doit être. Il devait être à 15 cm par pixel de résolution. En fait, donc tu prends une image, chaque pixel c'est 15 cm environ. Donc tu reconnais pas quelqu'un, tu peux pas reconnaître quelqu'un, tu vois, 15 cm, bah, ça fait la taille de ta tête, quoi. Ouais. Mais tu peux suivre un humain, tu vois les humains. Waouh. C'était Trump qui avait révélé, qui avait montré ces images-là, alors qu'il n'avait pas eu le droit. L'Iran avait fait une tentative de lancement et Ouais. avait fait exploser leur pas de tir, et donc il avait révélé une image prise par un des satellites qui s'appelle un KH-11. Et bah, en fait, c'était la première image des KH-11 qu'on a vu. Pour se rendre compte de la taille du truc, vous connaissez Hubble, Hubble, le télescope, plus gros télescope avant le James Webb qu'on a envoyé il y a un peu plus d'1 an. Hubble, ça fait, c'est énorme, hein, ça fait, je crois, largement plus de 16 mètres de long, etc. On a eu des images extraordinaires. On en a un. La défense américaine en a 11. Sauf que eux, ils observent pas l'espace, ils observent la Terre. La Terre. Et c'est le même modèle. Enfin, c'est pas le même satellite, etc., mais c'est le même modèle. Les KH-11, c'est des Hubble qui observent la Terre. Wow. Donc, ils ont des satellites de 20 mètres, enfin 20 tonnes, je parle en mètres, mais c'est 20 tonnes en réalité, qui observent la Terre en permanence. En plus de tout le reste, ils en ont des dizaines des satellites. Voilà. Mais donc, par contre, un petit satellite, typiquement, Prométhée, ils ont des résolutions un peu plus basses que ça. Mais en fait, c'est pas la résolution qui va être importante pour eux, parce qu'ils sont sur des business où tu t'en fous un peu de la résolution. Ce que tu veux, c'est le taux de revisite. Donc ils ont beaucoup de satellites dans l'espace et ils vont avoir du taux de revisite, c'est-à-dire que tu vas pouvoir repasser au-dessus d'un point en quelques heures, voire quelques minutes pour certaines constellations. Ce qui fait que quand tu suis des feux de forêt, par exemple, ou même des chars d'assaut en Ukraine, par exemple, tu peux avoir des updates en permanence. Attends, comment tu fais pour repasser autour du même point? Alors ça, c'est la mécanique orbitale. Je peux expliquer, mais ça va être chiant. Mais attends, parce que juste que je comprenne. Donc, tu as la Terre qui est comme ça. Ouais. Là, tu as les satellites qui sont en orbite. Et donc, ils restent au même endroit. Ils restent pas au même endroit, du coup, ils bougent. Non, ils tournent en fait. Mais ils vont pas faire un tour de la Terre en 1 heure. Donc... Si. Ah ouais. Mais en fait, je vais t'expliquer comment ça marche. On n'a pas un truc rond. C'est pas grave. Non, j'ai rien. J'ai pas mes AirPods sur moi. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Vas-y, fais voir. Bon, allez, on va dire que c'est la Terre. J'aurais pu prendre ma bouteille. Ouais, voilà, on montrera pas la marque. En gros, t'as la Terre qui est ronde, hein, comme tu peux voir. Là, t'as l'équateur, sur le pourtour de ce magnifique. Voilà. En fait, avant, on envoyait beaucoup les satellites à 36 000 km. Et comme je te disais, la Terre, elle tourne sur elle-même en 24 heures. Et les satellites tournaient autour de la Terre en 24 heures. Ouais. C'est-à-dire que plus tu vas vite, plus tu es loin dans l'espace. C'est un peu contre-intuitif, mais plus tu vas vite, plus tu es loin. Mais du coup, les satellites qui vont moins vite, ils sont beaucoup plus proches, mais ils font le tour de la Terre beaucoup plus rapidement que la Terre elle-même ne fait le tour sur elle-même. Part du principe que ce que je te dis est vrai. Ok. Mais ils font le tour dans le même sens ou ils font le tour dans le sens qu'ils veulent? Ça dépend. Moi, si je les envoie dans ce sens, ils vont dans ce sens. Si je les envoie dans ce sens, ils vont dans l'autre sens. Mais par contre, ils vont pas que autour de l'équateur. Tu vas en fait, la Terre, elle tourne sur elle-même, comme ça, en 24 heures. Et en parallèle, tu vas pouvoir envoyer des satellites, notamment, qui vont tourner comme ça, en biais, dans ce qu'on appelle une orbite polaire. Okay. C'est environ 500 km d'altitude à 97 degrés d'inclinaison. Donc c'est pas pile poil au niveau des pôles à 90 degrés, mais c'est un peu incliné de cette manière-là. Okay. Ou comme ça, etc. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ton satellite, lui, va faire le tour de la Terre ça dépend, mais 90 minutes grand max, tu vois. Il fait le tour de la Terre. Et la Terre, elle tourne sur elle-même. Donc à chaque fois, il va recouvrir d'autres zones. Décalé, quoi. Okay. Et donc ça, c'est un satellite. Si tu en mets 20, tu couvres beaucoup plus. Si tu en mets 40, beaucoup plus. Si tu en mets 40 et que tu en rajoutes sur les côtés, beaucoup plus. Si tu en mets ici, enfin, tu vois. Donc en fait, ils prennent avantage du fait que la Terre tourne sur elle-même. Et du coup, la vitesse à laquelle il va, c'est l'énergie qui a été déployée pendant le lancement, quoi. Et vu qu'il n'y a pas de frottement, tu peux pas te dire mieux que ça. Tu peux, bravo. Tu peux te lancer dans. Non, mais c'est exactement ça. Je vais ouvrir ma boîte. Non, mais les gens se rendent pas compte en fait. Tu te mets en orbite parce que tu as une inertie et une vitesse horizontale. C'est tout. Donc les fusées, elles partent pas haut, elles partent pas tout loin. Elles partent horizontalement, les fusées. Okay. C'est pour ça que au bout de 10 km, tu les vois se coucher sur elles-mêmes. Parce que tu veux de la vitesse horizontale. Et donc en fait, être en orbite, c'est qu'une vitesse. Et en fait, ton orbite, ton altitude, etc., est déterminée par ta vitesse. Uniquement par ta vitesse. C'est pour ça que plus tu veux aller loin, plus tu as besoin d'énergie. Okay. Donc plus de vitesse. Voilà. De plus en plus, j'ai l'impression que la défense alloue son budget au spatial. Est-ce que toi, tu es au courant des enjeux qu'il y a d'un point de vue militaire dans l'espace et les risques qu'il pourrait y avoir? Oui. J'avais la semaine dernière le chef d'état-major de l'armée de l'air et le commandant de l'espace à l'usine. Donc on discute pas mal avec eux. Notre politique militaire, c'est qu'on ne fait pas d'armes
C'est notre limite. Juste, on Enfin, fait pas d'armes. vous envoyez pas d'armes Non, ou vous faites non, pas- on ne fabrique pas déjà et on n'envoie pas d'armes non plus. Donc ça, c'est notre seule limite. Par contre, le reste, des satellites d'observation, des satellites espions et ce genre de choses, oui, complètement. Attends, parce qu'il y a des armes en orbite là. Alors, il y a des armes en orbite, mais... Pardon, on fait des fusées. Donc, tu sais ce qui est l'arme la plus proche d'une fusée? Un missile intercontinental Ah ouais. balistique. Donc, Ah ouais. une arme nucléaire. Donc, voilà. Autant fait pas. J'avais chaud. Et... On se met à parler de militaire, il a chaud direct. Ouais, t'as vu Tu nous casses des trucs. J'aimerais bien vous cacher des trucs parce que ça fait bien les militaires. T'as des trucs du coup non, que aujourd'hui, on a secrets pas- que tu peux pas révéler ou des informations Non, aujourd'hui, on n'a pas- sensibles que tu dois garder secrètes. Il y a 2-3 trucs que je raconterai pas sur un podcast, oui. Ouais. Mais est-ce qu'elles sont sensibles? Je sais pas vraiment, puisque si je les sais moi, c'est que par principe elles le sont pas. Ouais. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que oui, en effet, il y a un vrai aspect. Pourquoi? Parce que l'espace, alors dès le début, hein, on va dans l'espace parce que on avait besoin de savoir où étaient les silos de missiles de nos ennemis, savoir où étaient leurs porte-avions et savoir où étaient leurs bases de lancement. C'est pour ça qu'on avait des satellites dès le début. Puis aussi parce qu'on s'est rendu compte que mettre des avions au-dessus de l'URSS, c'était un peu plus compliqué que de prendre des photos en finale depuis l'espace. Et pourquoi est-ce qu'on faisait ça? C'est parce que, comme tu les identifies, ça te permet aussi de lancer tes propres missiles continentaux. Toutes les premières fusées, ou la quasi-totalité des premières fusées sur Terre, sont dérivées de missiles continentaux. De missiles, de missiles nucléaires. Hein. Ouais. Et qu'on a adaptés pour envoyer des satellites. Et donc, globalement, l'histoire est très 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 liée. La dissuasion nucléaire française, mais américaine, russe, etc., est extrêmement liée au spatial. Parce que pour savoir si les Russes nous tirent un missile nucléaire sur la gueule, dans la théorie de l'anéantissement réciproque, plutôt, tu dois savoir. Donc il te faut des satellites pour savoir ce que fait l'autre, numéro 1. Numéro 2, beaucoup de missiles peuvent être guidés également par satellite. Donc tu as tout ce qui est géolocalisation, etc. Pas que, parce que tu peux te faire brouiller, c'est ce qui est en train de se passer notamment dans les pays baltes. Et puis tu as besoin des fusées qui vont avec. Donc c'est extrêmement lié. Au-delà de ça, aujourd'hui, les satellites militaires ont plusieurs objets. Et, oui, du coup j'y pense, il y a 2-3 trucs que je peux pas dire, oui. En fait, on va avoir majoritairement de l'observation de la Terre, pour les mêmes raisons que j'ai dit, hein, observer des chars en Ukraine, les porte-avions de chinois, enfin ce genre de choses. C'est la première utilisation. Deuxième utilisation, c'est communication avec armes, missiles, navires, chars, etc. Troisième, ça va être tout ce qui est communication directe entre les différentes divisions. Ensuite, on a tout ce qui est brouillage. Donc là, on commence à être sur du semi-offensif. C'est brouiller les communications des autres dans une zone, brouiller les satellites des autres. des communications. Alors là, c'est complexe, et là, tu dépasses mon stade de compétence. Ce que tu vas faire, c'est tu vas généralement essayer de bombarder une zone de signaux, de signaux qui vont rentrer en conflit contre les signaux qu'envoie le satellite visé. Okay. Ou alors tu te mets même devant. les Russes l'ont fait en français plusieurs fois. Hein. Okay. Ils le font assez souvent. Puis as des satellites espions. Tu veux savoir parce que on sait pas tous les satellites qu'on envoie. Moi, je suis pas obligé de discloser ce qui se passe dans mon lanceur, tu vois. Si c'est un satellite militaire français, personne ne sait ce qu'il y a dedans. SpaceX envoie plusieurs satellites militaires américains, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Et t'en as qui étaient très secrets. Et donc t'es la Russie, tu veux savoir ce qu'a envoyé les États-Unis, t'as ton petit satellite militaire espion qui va venir se rapprocher, prendre des photos, voire le détruire. Bon, là, c'est pas le cas encore, mais ça peut aller jusqu'à ce point-là. Donc, tu as ce qu'on appelle les impacteurs. Nous, on veut pas envoyer d'impacteurs. Ça, c'est un peu notre philo, parce qu'on veut pas créer des débris dans l'espace. Par contre, sur tout le reste, satellite espion, brouilleur, etc., on n'a pas trop de sujets, parce que ça fait partie de la défense de notre pays. Et je pense que c'est de plus en plus vrai depuis 2 ans, quoi. La réalité, c'est qu'on est en guerre. Donc il faut utiliser toutes les armes possibles à notre disposition. Maintenant, c'est pas la raison pour laquelle on fait du spatial. Mais moi, je fais du spatial parce que je suis convaincu qu'il faut qu'on donne tout ce qu'on a en tant que civilisation pour préserver la vie. Particulièrement la vie intelligente et notre niveau de vie. Se faire rentrer en guerre, c'est quand même un sacré problème. Donc il vaut mieux, selon moi, se donner toutes les armes possibles. Surtout que la Russie et la Chine, on n'est pas en guerre contre la Chine, mais ça peut arriver, sont des pays qui ont aujourd'hui des capacités nucléaires, qui ont des capacités de détruire nos satellites, de détruire nos bases de lancement. Bref, ils ont la totalité des capacités pour nous contrer si possible. Si demain tu retires les satellites quand même d'une équation militaire, c'est extrêmement compliqué de faire la guerre. Très très compliqué. Il y a de plus en plus d'interdépendance dans les systèmes, mais c'est... plutôt d'autonomie dans les systèmes. Mais
ça devient très compliqué. Et donc, tu dois également avoir la capacité, si tu te fais détruire tous tes satellites, de pouvoir relancer des satellites rapidement. Et nous, c'est ce qu'on va proposer, notamment au ministère de la Défense, ministère des Armées, pardon, et au commandement de l'espace, avec une capacité de pouvoir faire des lancements, ce qu'on appelle réactifs. C'est, imaginons, on s'est fait détruire nos satellites. On n'a pas de quoi renvoyer des satellites qui pèsent 4 tonnes instantanément pour plein de raisons, parce que ça prend du temps, mais on veut envoyer des petits satellites pour communiquer, envoyer des photos, etc. Ce qu'on fait, c'est que nous, notre fusée peut être déployée en moins de 24 heures, et tu mets ton satellite déjà prêt, stocké, etc., et tu vas le lancer n'importe où dans l'espace. Ce qui permet de récupérer des capacités pour la France. Donc c'est une résilience absolument clé pour ça. Les États-Unis l'ont déjà, sont en train de l'affiner, le peaufiner. Nous, en France, on ne l'a pas. Et on est complètement à risque. Tu as deux façons de te protéger d'attaques spatiales. C'est numéro 1, avoir trop de satellites pour qu'on puisse te les détruire. C'est là que Starlink est un super atout pour l'État américain. Parce que comment est-ce que tu veux détruire 6000 satellites? Personne n'a les ressources. Sauf balancer des bombes nucléaires dans l'espace, ce qui n'est pas très fair-play, puis théoriquement interdit, mais bon, voilà. Ou alors renvoyer des satellites. Donc Ouais. nous en France, on n'a pas les moyens d'avoir des milliers de satellites dans l'espace encore, donc le meilleur moyen, c'est de se garantir de pouvoir en renvoyer. Donc c'est comme ça qu'on bosse avec le monde de la défense. Et toi, tu as une vision interplanétaire aussi à terme, ou c'est vraiment plus... Ouais. Alors, mais je vais expliquer pourquoi. Mais même la raison pour laquelle Musk le fait, parce que Musk le fait pas pour aller sur Mars, il s'en fout de Mars. C'est pas ce qui l'intéresse. Et je partage assez sa vision là-dessus. Je pense j'ai créé cette boîte pour deux raisons. Et pourquoi dans le spatial? Pour deux raisons. C'est que, un, c'est cool les fusées. 50% de la raison. Deux, parce que comme je t'ai dit, je suis convaincu qu'on doit tout donner pour préserver la vie sur Terre. Alors, non, la vie intelligente. Et je retire sur Terre, même si je pense que ça serait con de le faire ailleurs que sur Terre. Pour ça, tu as deux choses. Préserver la vie sur Terre, ça veut dire la protéger d'une extinction. On a, je pense, la responsabilité au niveau même de notre galaxie de préserver la vie intelligente, parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune preuve que la vie intelligente existe autre part. Même si les statistiques montrent que c'est très probable, on n'en a vu aucune. Pas la moindre. On n'a rien détecté. Pas une seule communication. On est un peu seul dans une galaxie où il y a des milliards d'étoiles. Donc, si on est les seuls, on a cette responsabilité-là. Et si tous les autres ont disparu, on a la responsabilité de survivre par rapport à des événements d'extinction. Ça, c'est le paradoxe de Fermi, c'est un peu particulier, mais c'est un peu ce qui m'anime. Deuxième point, c'est améliorer la vie sur Terre. Pour le paradoxe de Fermi, donc, à s'assurer que la vie sur Terre soit préservée, le meilleur moyen, c'est qu'elle soit très compliquée à détruire. Pour qu'elle soit très compliquée à détruire, il faut la répandre dans notre système solaire dans un premier temps. Pour la répandre, parce que si on s'autodétruit avec des missiles nucléaires, c'est relativement facile de le faire sur Terre, c'est très compliqué de le faire sur la Lune, et c'est super compliqué de le faire depuis Mars. Donc, on ne veut pas aller sur Mars parce qu'on veut coloniser Mars. C'est une connerie, on colonisera probablement jamais Mars, en tout cas pas avant des dizaines de milliers d'années. C'est super compliqué de terraformer une planète, encore plus Mars. Par contre, on peut y vivre, on peut avoir de la vie intelligente sur Mars, on peut reconstruire une civilisation depuis cet endroit-là. Donc il faut qu'on fasse survivre notre espèce. Bien évidemment, j'aimerais bien qu'on n'ait jamais à devoir juste vivre sur Mars parce qu'on a détruit la planète Terre, et c'est pour ça que c'est super important de lutter également, lutter contre le changement climatique et contre tous les autres risques que nous avons, la protection interplanétaire aussi, pas se manger d'astéroïdes majeurs, il y a des programmes pour ça, et c'est pour ça que le spatial est clé dans tout ça. Clé pour envoyer des gens sur d'autres planètes, d'autres corps célestes pour survivre en cas de problème, clé contre le changement climatique. Aujourd'hui, plus de 70% des données utilisé par le GIEC pour faire ses rapports et puis en fait pour suivre le dérèglement climatique, 70% des données viennent des satellites. Tu retires les satellites, il n'y a pas de réchauffement climatique. Alors c'est pratique. Vous voulez arrêter le dérèglement climatique? On retire les satellites, on ne sait pas ce qui se passe. On dira juste qu'il fait chaud. Mais il pleut beaucoup. Mais tu vois, donc c'est absolument critique. Et voilà, et donc le spatial est probablement la meilleure manière de préserver la vie intelligente. Voilà. C'est pas la seule, mais c'est la meilleure. Donc, toi, tu penses qu'on ne pourra pas migrer sur d'autres planètes avant plusieurs dizaines de... Enfin, on ne pourra pas avoir une civilisation, en tout cas, extraterrestre d'ici plusieurs milliers d'années? Nous-mêmes? Ouais. Ouais, milliers d'années, ouais, je pense que c'est compliqué. On est loin, en fait, on n'utilise pas... Il faut qu'on utilise beaucoup plus d'énergie. Il faut qu'on accélère considérablement dans notre croissance. Et on est loin, pour plein de raisons, mais on en est loin. Et tu crois pas en la vie extraterrestre? Enfin, si, carrément. Tu crois pas en la vie crois extraterrestre qui est venue sur Terre?
aucune preuve. C'est globalement des conneries la majorité C'est quoi du les temps. ovnis du coup alors? C'est plein de sujets. T'as plein de choses possibles. La majorité du temps, c'est des hallucinations. L'autre majorité du temps, la majorité des récits, notamment français, des ovnis, je vous conseille la chaîne d'Astronogeek sur le sujet des ovnis particulièrement, qui en parle très bien. La majorité des récits d'ovnis, en fait, c'était des enfants ou des gens qui savaient pas ce qui se passait devant eux. La majorité du temps, c'est des récits qui viennent des années 60 ou même 50, et c'était des fermiers qui voyaient pour la première fois des alouettes, donc des hélicos. Mais il y a des images qui ont été déclassifiées par Oui. l'armée américaine d'objets volants non identifiés Ouais, mais c'est pas par, pour autant que c'est des par ovnis. des avions. Quoi. Pas pour autant que c'est des Mais c'est ovnis. quoi du coup? T'as plein de choses. Déjà, l'armée américaine elle-même fait voler des trucs. Ouais. Croyez-moi, ils ont 20 ans devant tout le monde sur les matériaux, sur les choses dans le genre, c'est des dingues. Mm. Je parle pas que de l'Air 51, hein, ils ont des technologies de port. Je parle pas de soucoupe volante non plus, mais voilà. Et c'est pas les seuls. Et puis après, t'as plein de phénomènes atmosphériques qu'on connaît pas. Mais aujourd'hui, on n'a pas la moindre raison on n'a pas la moindre preuve qu'on ait actuellement été visité. Mais en fait, il faut réaliser un truc, hein, les mecs comme moi et comme Astronogeek d'ailleurs, qui le dit très bien, quand on dit qu'on n'y croit pas, c'est pas une croyance, c'est qu'on n'a aucune preuve qui tiendrait face à une preuve normale scientifique. Mais on serait les premiers à vouloir, vous êtes des malades. Mais moi j'adorerais les gars. Mais la première fois où on a des preuves tangibles qu'on a échangé ou qu'on a eu une relation avec une civilisation extraterrestre suffisamment avancée pour venir jusqu'à nous, parce que c'est gros l'espace, c'est gigantesque. Putain, je serais comme un dingue. Alors on sera probablement, il y a une chance sur deux qu'on se fasse exploser la gueule, mais ça sera top. Tu vois, au moins on saura qu'on n'est pas seul. Ce sera top. Bah, pas de se faire exploser la gueule, hein, mais ça c'est un des grands filtres de du paradoxe Ouais. de Fermi typiquement. C'est le grand prédateur. Bah, tu Voilà. peux expliquer rapidement le Paradoxe de Fermi. et quelle est ta théorie derrière? Tu connais bien? Oui, Ou on pas? en a parlé plusieurs fois Ah ouais, bah c'est cool. sur Bah, le podcast. bah, c'est top. Mais Pareil. du coup, je suis intéressé d'avoir ta théorie là-dessus. C'est pas ma théorie, je reprends celle de Fermi. Surtout j'y crois, j'en suis convaincu. Donc en gros, je récap, le paradoxe de Fermi, c'est de se dire que c'est extrêmement statistiquement probable qu'il y ait d'autres Civilisations. formes de vie dans l'univers, et que si à terme, avec la technologie, elles arrivent à se déplacer, même si elles se déplacent très lentement, vu que ça fait tellement longtemps que l'univers existe, c'est assez improbable qu'on n'en ait pas vu de traces jusqu'à maintenant, et du coup il doit exister un grand filtre, donc quelque chose qui fait que les civilisations extraterrestres n'arrivent pas jusqu'à la Terre et qu'on ne peut pas les observer, et il y a différentes théories sur quel est ce grand filtre, Et il y en a plein en effet des potentiels grands filtres. Ça m'intéresse de savoir quels sont les tiens. Les miens, liés à l'humain, premièrement. Et en fait, je les mets dans une même catégorie parce que ça sert à rien d'en faire plusieurs. Ça, c'est lié à l'humain. Responsabilité humaine. Alors, guerre, mais suffisant Donc on pour s'autodétruit, foutre à quoi. l'âge de pierre, quoi. Ouais. Autodestruction partielle ou complète. Numéro 1. Numéro 2, rendre la vie extrêmement complexe sur notre planète. Donc ça passe par le dérèglement climatique, hein, c'est notre plus grand risque, le plus évident en tout cas. Parce que la guerre, ça reste un oui ou non. Le dérèglement climatique, ça arrive, hein, voilà. Et décroissance majeure. Décroissance majeure de notre civilisation. C'est-à-dire la volonté de se dire, on arrête d'essayer de continuer à faire avoir plus d'énergie, améliorer nos niveaux de vie, à continuer la recherche, etc. Il y a plein de gens qui ont ce discours-là, de décroissance complète, économique, scientifique, etc. Donc je suis absolument contre ça, parce que ça c'est un vrai risque, et j'en suis terrifié que l'humanité abandonne. Juste se dise, la curiosité c'est pas si important que ça. Ça me terrifie complètement. Donc ça pour moi c'est les 3 gros filtres, mais vraiment liés à l'humain. C'est un sous-filtre sous un grand filtre qui est nous-mêmes. Deuxième grand filtre, j'aime bien... le fait que météorites, ce genre de choses, franchement, aussi con que ça, ou activité solaire, hein, aussi con que ça. Je veux dire, on a eu de la chance en tant que civilisation humaine, mais notre planète, elle a pris cher quand même. Mais même super volcans, enfin, il y en a plein, tu vois. Donc vraiment lié à catastrophe naturelle. Ouais. Deuxième grand filtre. Troisième grand filtre, j'aime quand même pas mal. En fait, je veux pas mettre le 4e que je vais citer après, mais troisième grand filtre, c'est le grand prédateur. C'est une civilisation qui, dès qu'elle voit d'autres civilisations avancées, elle la détruit. Et après, c'est moi qui suis fan de SF. J'espère pas, parce qu'on est dans la merde sinon. Mais t'as vu Three Body Problem? Ouais. Bah voilà, c'est exactement ça. Ouais. C'est littéralement le grand prédateur. Ouais. Et mon 4e, que j'espère pas, vraiment j'espère pas, c'est que l'espace est trop grand. Ouais. Et qu'on n'arrivera jamais à... T'as un autre truc, t'as le paradoxe Fermi, mais t'as aussi ce qu'on appelle l'échelle de Kardashev.
qui était énoncé par Nikolai Kardashev, qui est un astronome russe, où en fait c'est une échelle d'exploitation de l'énergie d'une civilisation. Et tu as 4 types de civilisations. Civilisation qui prend toute l'énergie de sa planète, allant jusqu'à utiliser l'énergie des mers, des catastrophes naturelles, etc. Tu as une civilisation 2 qui utilise l'énergie de son soleil, avec notamment les sphères de Dyson. On cherche beaucoup, les astronomes cherchent énormément de sphères de Dyson. C'est des sphères qui englobent toute une étoile, pour récupérer, un peu comme des panneaux solaires autour d'une étoile, globalement, pour récupérer son énergie, et qui baisserait, qui baisserait du coup, théoriquement, en la regardant, l'intensité de lumière, la luminosité la magnitude, pour être très précis, d'une étoile. On en a trouvé une ou deux, mais au final c'était des conneries, donc bon, on n'en a toujours pas trouvé. Niveau 3. Donc ce serait une technologie super avancée qui permet de prendre toute l'énergie d'une étoile. Okay. Ta civilisation. Voilà, et donc si on trouvait ça dans l'univers, c'est notre meilleur moyen de détecter une civilisation. En fait, okay. C'est de se dire, attends, il y a une étoile qui clignote. C'est pourquoi ça clignote cette étoile. Okay. Aujourd'hui on n'a pas trouvé. On a failli. Il y a 1 ou 2 ans, il y avait eu une publication faite sur ça, mais au final c'était autre chose. C'était un problème, je crois, de transfert planétaire. Il y a des planètes qui étaient passées devant, etc. Bref. Et niveau 3, on utilise une civilisation qui utilise l'énergie de toute sa galaxie. Niveau 4, qui utilise toute l'énergie de l'univers. Bon, là, c'est... Et chaque fois, c'est 10 milliards de fois plus d'énergie que les civilisations précédentes. Nous, on est à peine au niveau. On n'est même pas encore au niveau. Ouais. Tout ça pour dire que j'ai peur que... Ça, c'est une théorie. C'est pour décrire une civilisation. Mais j'ai peur juste que l'espace soit trop grand. Ouais. Et que nous, quand on envoie un message, les premiers messages radio ont dû être envoyés début des années 1900. Ils ont fait que 100 ans, donc 100 années-lumière. Qu'est-ce qui reste ? Donc les messages radio, ça va à la vitesse de la lumière ? Okay. Les ondes radio vont à la vitesse de la lumière. Okay. Donc, si ça se trouve, le temps que quelqu'un reçoive notre message, et le temps qu'on reçoive le message de quelqu'un, il sera déjà mort et on sera déjà mort. Notre civilisation. En fait, il faut se rendre compte, notre civilisation, c'est rien. C'est, 200 000 ans, les vraies premières traces, enfin, les premières traces très avérées, et 400 000 ans, les vraies premières traces. C'est rien à l'échelle de notre planète. L'univers a 13 milliards d'années, notre planète 4,5. On devrait avoir de la vie qui pullule partout. Alors, je suis sûr qu'il y a de la vie qui pullule partout. De la vie intelligente, par contre, on n'a rien vu. Tu vois, on regarde aussi l'atmosphère des planètes. On a les chasseurs d'exoplanètes regardent l'atmosphère. Ils attendent que la planète passe devant leur soleil. Et avec la lumière, ils décomposent la lumière pour voir s'il y a eu du réchauffement climatique sur la planète, pour montrer des traces d'industrialisation. On n'a rien trouvé. Voilà. Donc, dans un rayon de combien qu'on arrive à observer, c'est un rayon de depuis, je crois que c'est l'univers observable. Je ne veux pas dire de conneries, 13 milliards d'années, globalement, le rayon observable. 13 milliards d'années-lumière ? Non. Alors, oui, d'années-lumière, en termes mais je veux pas dire de conneries, je crois que c'est ça, c'est plus ou moins ça, c'est l'univers observable. Mais l'univers est beaucoup plus grand que ça, c'est juste ce qu'on peut voir depuis la création de l'univers. Attends, univers observable, je veux pas dire de bêtises, et me mettre à dos la communauté des astronomes. C'est des non, astrophysiciens. Non, 46 milliards, oui, j'ai vraiment dit une connerie, 46 milliards. 46 milliards d'années. Donc, non, c'est pas des rageux, c'est des gens adorables. Mais il y en a certains qui sont des rageux. Mais c'est comme dans tous les trucs. T'as des gens qui veulent bloquer les gens de rentrer dans leur passion, tu vois. C'est des trucs ridicules, bon, bref. Mais c'est pas la majorité. Bref, donc ouais, et on voit rien. Et pour moi, c'est le plus évident, en fait, le 4. C'est qu'il y a plein de vies intelligentes. Juste, on est trop loin et on vit de façon trop courte pour communiquer ensemble. On se verra jamais. Et ça... C'est pour ça que je dis qu'en vrai, je préfère avoir un grand prédateur. Parce qu'au moins, c'est marrant pendant quelques heures. Au moins, la vie intelligente est là. C'est peut-être des salopards, mais au moins, elle existe. Si on l'a entendu, tu peux être épargné. Ouais. Mais bon, voilà. Donc, mais c'est dépressif pour moi, le 4e. Ça veut dire qu'on est voué à... Ça veut dire qu'en 13 milliards d'années d'existence de notre univers, personne n'a réussi à être suffisamment bon pour se déplacer à plus vite que la vitesse de la lumière, ou en tout cas même à la vitesse de la lumière. Mais même la vitesse de la lumière, c'est lent, t'imagines ? Et tu penses pas qu'on est dans une simulation ? Non. Pourquoi ? J'ai pas d'argument. J'avais vu le podcast où t'en parlais, je sais plus avec qui t'en parlais, mais c'était avec Oussama, non Non, je pense pas. Ça serait chiant. En fait, franchement, si on est dans une simulation... Casse les couilles les mecs dessus. Non mais c'est vrai, attends, c'est quoi ces scénarios à la con, la merde. Faites chier. Mais tu vois, non, mais tu vois, c'est aussi pour ça que... Partons du principe qu'on est dans une simulation. Tu veux sourire. Voilà, c'est une simulation. Putain, on se fait avoir.
En fait, si on est dans une simulation, j'ai envie de te dire que les règles du jeu, c'est probablement les lois de la physique. Si les règles Ouais. du jeu, c'est les lois de la physique, bah faut investir le maximum qu'on ait possiblement dans les lois pour découvrir Découvrir les règles du jeu, les les règles du jeu. paramètres. Donc, quoi qu'il arrive, même si on est dans une simulation, ma position ne changera pas. Tu sais, peut-être que justement, en allant loin dans l'espace, tu vas dans les limites de la map. Tu reviens c'est une des théories comme ça. Et ouais, ça serait marrant ça, putain. T'imagines, tu... What? C'est flou comme dans les jeux vidéo des années 2010. À la limite de la map. Où tu dépasses, Modern tu Warfare. commences à prendre des hits, c'est genre... Tu tombes comme Ah dans ouais. Minecraft. Ah, ce serait chiant. Hein. Ça serait putain. Et du coup, toi, j'imagine, bon, je sais déjà ce que tu vas répondre, mais donc tu t'es lancé dans le business. Est-ce que derrière, t'as cette mission, t'as ce kiff que t'as avec l'espace, etc. Mais est-ce que c'est aussi financièrement que t'as envie de te développer, d'aller à un nouveau step, ou c'est vraiment pas ce qui t'intéresse et toi, c'est juste la mission? On a une phrase dans le spatial, c'est le meilleur moyen de finir millionnaire avec un business dans le spatial, c'est de commencer milliardaire. Hmm. Parce qu'on n'est pas le seul business, mais chez nous, c'est très vrai. Non, c'est pas un business qui rend riche. Et je le fais pas pour l'argent. Je pense que je pourrais faire bien plus d'argent en faisant autre chose. Comme vous, les mecs, typiquement. Je suis pas en train de dire que j'aime pas l'argent, mais pour moi, c'est un moyen. Personnellement, c'est un moyen pour avoir la liberté de faire ce que je veux, justement pour bosser sur des trucs qui ont un impact et pour faire plaisir à mes amis, ma famille, etc. Et c'est un moyen, par contre, pour le reste du business. Je prends un exemple d'un entrepreneur que j'aime bien qui s'appelle Brett Adcock, qui est un entrepreneur américain. Sa première boîte, elle s'appelait Vettery, c'était une boîte SaaS, machin, qu'il a vendu pour 200 millions. Il a tout réinvesti dans sa boîte, dans une boîte, il a encore Archer, qui fait des taxis autonomes volants. Qui est en bourse, etc. Et il a tout réinvesti. À chaque fois, le mec, il remet 100% de son cash dans une boîte qui s'appelle Figure, qui fait un petit peu comme des robots façon Optimus de Tesla. Donc des robots humanoïdes, etc. Et c'est un mec génial. Et au final, c'est ça. C'est le même exemple. Je vais utiliser les moyens pour avoir un impact. Peut-être que moi, je suis loin à plaindre, hein, loin de là. Je gagne bien ma vie, mais je suis pas millionnaire. Enfin, je suis pas père millionnaire comme tous les entrepreneurs qui lèvent des fonds, quoi, donc je suis pas millionnaire. Je suis endetté surtout. J'ai plus de dettes que d'actifs. Et voilà, mais si on finit par... Mais je le fais pas pour gagner de l'argent, je le fais pour notre mission, qui pour moi dépasse tout. Le but, la mission de l'entreprise, elle dépasse chacune des personnes qui la composent. Voilà. Donc, ouais. Comment est-ce que tu arrives à manager ton temps parce que, mine de rien, je pense que tu dois avoir un emploi du temps assez chargé. Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre entre ta vie pro, ta vie perso? Comment est-ce que tu fais pour être productif au quotidien? C'est une super bonne question. Ouais, je vais commencer par vie pro, vie perso. Oui, c'est compliqué. Ouais, c'est super compliqué. Surtout quand t'es jeune, je pense. Mais vous le vivez peut-être aussi. C'est... Ah, je suis 27 ans, moi je suis le vieux de la table. Enfin, t'as 27 ans, mec. Je rigole. Justement, mais je veux dire, t'as commencé super jeune. Je regardais Ouais. tes vidéos, je devais... je sais pas quand. Peut-être... Je sais pas quand j'ai commencé à regarder des vidéos. Mais bon, bref. Mais donc... Donc ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué de trouver l'équilibre quand t'es plus jeune. Et c'est facile de te dire, allez, je fais all-in, etc. et je m'en fous du reste. La réalité, c'est que comme tout humain, je pense qu'on se construit sur plusieurs piliers. Et on a besoin de ces piliers-là. Et si on nous manque des piliers, on devient dingue. Mais vraiment dingue. On va commencer à avoir des comportements autodestructeurs, etc. On va commencer à fumer, on va commencer à boire, on va commencer à être insupportable, à être cynique, à être machin. Chacun, voilà. Mais si tu commences à avoir des piliers, en effet, qui sont des amis solides, la famille solide, une femme, des enfants, ce genre de choses, ou ce que t'aimes faire, on s'en fout, tu vois, du sport, du machin, ça aide. Et moi, je l'ai vu, j'ai des phases. Hein. J'ai des phases où je suis go muscu, et j'ai des phases parce que ça me vide la tête, et j'ai des phases où... peut-être des comportements un peu moins sains. Enfin, moins sains, j'arrête de faire du sport, quoi. Je suis pas non plus en train de... Voilà. Mais... ou alors, je reprends pas mal les jeux vidéo, ce genre de choses, quoi. Mais en fait, ouais, j'ai toujours galéré à trouver cet équilibre. Et c'est compliqué parce que tu peux pas toujours donner ton temps comme tu le voudrais aux gens. C'est compliqué de voir sa famille. T'as souvent des trucs auxquels tu t'entendais pas. Et ça peut te rendre parfois un peu déconnecté et donc parfois désagréable, etc. C'est super compliqué à gérer, je trouve. Après, j'ai jamais eu, je considère avoir un peu les pieds sur terre, etc. Donc ça n'a jamais été un problème. Mais parfois, tu penses à ça, quoi, matin, midi et soir. Et t'as plusieurs sujets où tu te dis, mais je m'en fous, en fait. Tu vois,
Donc quand tu vas discuter avec même tes amis, etc. Et c'est super dur, il faut pas le faire. J'en ai beaucoup discuté avec des amis entrepreneurs. C'est que tu arrives à des moments où tu vois, as des potes qui vont te parler de leurs problèmes au taf, de leurs managers sont des cons, etc. Et toi, tu te dis, mais enfin, tu vois, Le niveau de problème est différent, quoi. Non, c'est pas ça. Et Enfin, du coup, oui, t'as un peu mais, ça. Mais c'est ça le problème. Mais en fait, c'est que tu vois deviens, ce que tu veux dire. tu deviens pédant, tu vois. Ouais, Mais exactement. non, mais c'est une connerie, tu t'en fous. Ah non. C'est tes potes, ils te racontent leurs problèmes, bah, ils sont vrais. Non, leurs et problèmes, en fait, le cerveau, il s'adapte, j'ai remarqué, au problème le plus gros que tu rencontres dans ta vie. Donc, Ah ouais. si t'as un énorme problème, Ouais. tu vois, les plus petits problèmes, t'en ils ont l'air C'est pas faux. ridicules. C'est Mais pas en faux. fait, si ce petit problème, c'est ton plus gros problème du moment, Bah, il bien a l'air énorme. Bien- Et donc, Carrément. quand tu as un business et que tu as genre beaucoup d'argent à gérer, beaucoup de personnes, etc., des grands enjeux, bah, tu regardes des petits problèmes et tu te dis, mais attends, pourquoi tu te prendrais la tête avec ça? Mais même toi, si demain tu n'as plus de business, tu n'as plus rien, et que ton plus gros problème dans ta vie à ce moment-là, c'est le fait que tu as eu un désaccord avec un de tes collègues, ça va te prendre la tête. Tout comme aujourd'hui, c'est le fait de lancer une fusée qui te prend la tête, quoi. Et il faut faire le parallèle quand tu parles à des personnes qui ont d'autres enjeux dans leur vie. T'as des fois l'instant de dire ah non mais attends mais ça c'est un petit problème, prends-toi pas la tête. Mais en fait rien à voir. Ça dépend de la sensibilité et de ce que chacun valorise aussi. Si tu Ouais. regardes un entrepreneur, il va peut-être avoir énormément de problèmes à gérer un très très gros business, mais juste le fait de divorcer avec sa femme, parce Ouais. qu'il le valorise énormément, ça va lui prendre beaucoup plus la tête que tout ce qu'il peut avoir dans son Ouais, business, ouais. tu vois. Je préfère gérer des problèmes business qu'un divorce. Je pense, Ah, je pense que pareil. c'est pire. Hein. Pareil, Ça pareil, va ouais. être horrible un divorce. Ouais, ça va être super chiant. Bah, déjà, même des ruptures, Ouais. ça peut être chiant. Donc, Ouais. ouais, mais enfin voilà, donc tu vois, c'est le genre de truc, c'est ce qui fait que dans tes relations. Alors, amis, ça va, j'ai une chance immense. Enfin, j'ai des amis qui sont en or, que j'aime de tout cœur, j'ai une famille adorable. Tu vois, et ça, c'est probablement les deux seuls piliers que j'ai et que j'aurai toujours et qui font que je deviens papa dingue. Et vraiment, hein, sinon je pense que je deviendrai dingue. Et parfois, bon, bah voilà, t'as les relations amoureuses qui viennent, qui partent, bon, et c'est compliqué à gérer quand t'as le business et tu deviens un peu dingue. Et comme je t'ai dit, tu peux avoir parfois des mauvais réflexes et des. Enfin bref. Mais moi, en tout cas, je m'en suis rendu compte assez tôt, je trouve. Ça veut pas dire que j'arrive pas à les gérer, etc. Parfois, mais j'essaye de m'améliorer un max là-dessus parce que je me dis, en fait, il faut toujours être une meilleure version de soi-même et toujours être vrai. Alors ça, j'ai jamais eu de problème pour le coup, auprès de mes amis notamment. Ils savent qui je suis en fait, ça c'est l'avantage, je les ai eu avant. Ils me connaissent depuis avant que je crée la boîte, donc ils savent très bien le con que je suis, tu vois. Donc ils sont pas impressionnés ni rien, tu vois. C'est Stan, il m'insulte et j'adore, tu vois. Donc, mais parfois tu reviens à voilà, on va dire, t'as des mauvais réflexes. Donc ça c'est compliqué. Et sur la partie productivité, je pense que je suis pas productif. Je me suis jamais considéré comme être productif. J'ai des phases où je suis, j'ai des phases où je suis pas du tout. J'essaie de moins en fait, ça me rend dingue. Ça me rend dingue de pas être productif en fait. Et je me mets ça me met dans des étapes pas possibles. Et j'essaye de plus en plus à me dire, mais en fait, t'es pas censé. Enfin, c'est pas grave. Ou alors là, c'est pas le moment. Ou alors là, c'est pas le truc. Enfin, t'es pas une machine qui doit bosser 12 heures par jour non-stop. Et c'est pas ça en fait ton job en réalité. Parce que si c'est ça ton job, t'as mal compris où était la valeur que t'apportais. Et surtout quand ton job il évolue, enfin mon job il évolue massivement, passer de faire tout soi-même à de plus en plus avoir des équipes, gérer la partie stratégie, les évolutions, les levées de fonds, la partie publique, enfin donc le job il évolue et ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué parce que j'ai pas de marque, t'as personne qui te dit quoi faire, etc. Et comme mon job il se réinvente, t'as pas de guide, donc c'est un peu compliqué et surtout quand t'es un peu comme moi, des tendances un peu hyperactives, etc., voilà, c'est un peu compliqué. Donc la réponse, c'est que je ne me considère pas comme étant super productif, mais je fais quand même ce que... Enfin, voilà, je sors quand même des trucs, etc., mais je peux par contre rester le syndrome de la feuille blanche sur des trucs comme un dingue, à pas pouvoir démarrer, pas vouloir démarrer. Voilà. Donc c'est encore un travail immense, et je me considère pas du tout productif, alors que je bosse beaucoup, hein, c'est pas le sujet, mais pas du tout productif. Mais aussi la réalité, c'est que, et ce que je commence à m'admettre, c'est que, mais comme vous, c'est que, comme j'ai dit, vous bossez en business matin, midi et soir. Et ça, c'est une charge mentale, mais également une charge de boulot, où en fait tu viens avec des idées, avec des machins, tu te ressources, ce genre de choses. Énorme aussi. Et en final, c'est du travail, d'une certaine manière. Pas du travail, et c'est pas comparable à mes gars qui vont être dans l'usine à souder des choses, qui ont également une très grosse charge de travail et qui en plus de ça qui font des super jolis trucs, mais c'est différent. Voilà, c'est différent, mais j'ai pas à me plaindre. On a la chance d'avoir des boulots qui sont
oui, super stressants, machin, mais qui sont des boulots simples. T'as des gens qui se cassent le dos à l'usine tous les jours. Je préfère ma place à la leur. Comment est-ce que tu arrives à organiser une semaine type dans ta vie ? Généralement, tu as une routine particulière Non, ou... j'ai pas de routine. Ça, c'est un de mes problèmes. Non, j'ai 2-3 trucs un peu routine. On a toujours notre COMEX, donc la réunion du comité exécutif qui est toujours le mercredi midi. On essaye toujours le mercredi d'être libre matin et soir pour voir nos équipes. Enfin, c'est surtout pour mes directeurs et directrices. Mais voilà, le lundi, généralement, j'essaie de mettre moins de réunions le matin. Je vois toujours mon assistante pour gérer le planning parce que je suis une brêle en organisation le matin, tous les lundis matins. On passe en revue, etc. Pour voir que j'ai pas oublié de trucs non plus parce que ça se perd dans la liste de mails, mais pareil, je vous apprends rien. C'est à peu près les seuls rituels que j'ai. Après, si j'essaie aussi de déjeuner avec mes équipes, des personnes, 6 personnes ou 7 personnes au hasard dans la boîte, quel que soit leur département ou autre, déjeuner avec eux le lundi midi, un lundi midi sur 2, ça fait longtemps que je l'ai pas fait là, mais il va falloir que je le refasse. Donc pour un peu garder le sentiment, etc. Et après, ça change, mais vraiment tout. J'ai généralement au moins une journée où je suis globalement tranquille, sans trop de réunions. Et après, ça peut s'enchaîner, quoi. Et ça peut être... je dois être à Reims le matin, déjeuner à Paris, rentrer à Reims l'après-midi, et un événement le soir. Voilà, ça fait partie de la vie. C'est quoi ton rôle aujourd'hui ? Tu as dit que ton job a évolué plusieurs fois au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, tu te focalises sur quoi ? C'est où que tu apportes de la valeur dans l'entreprise actuellement ? L'organisation globale de la boîte, c'est-à-dire comment est-ce que les équipes interagissent, qui a quoi, la gestion des personnes qui gèrent les directions, donc les directeurs et directrices, le recrutement, notamment plutôt haut niveau, donc ça va être C-level bien évidemment, manager aussi, et également certains postes clés comme des experts, ce genre de choses. Affaires publiques énormément, donc les affaires publiques, ça va être tout ce qui est voir les institutions avec qui on échange et mettre en place le plan avec. Toute la partie stratégie, donc la stratégie de la boîte bien évidemment, la stratégie liée aux affaires publiques, la stratégie même de croissance de l'entreprise. Je suis assez relativement impliqué sur la com de la boîte. J'ai quand même une équipe et c'est même pas moi qui gère l'équipe com, mais je suis un peu impliqué, on va dire. Presse, pas mal. La majorité du temps, c'est moi qui le fais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux te dire ? Parce qu'il y a des trucs que je peux pas forcément dire. Ouais, stratégie. Je peux pas aller plus dans le détail, mais stratégie, M&A, ce genre de choses. Voilà. Et j'ai oublié un truc, gestion du board de l'entreprise. J'ai un board assez velu. Tranquille. Non, ça va. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de... En fait, j'ai un taf qui est plus compliqué, mais qui est beaucoup moins... Je sais pas comment le définir. Je sais pas qu'il est pas moins prenant. En fait, il est beaucoup plus prenant, mais moins... Avant, T'as moins de tâches à effectuer. Moins de tâches à effectuer. Exactement, c'est ça, pas moins profond, beaucoup plus profond, mais beaucoup moins de tâches à effectuer. Parce qu'avant, je faisais l'administratif, je faisais les machins, je signais les contrats, je signais les bons de commande, je bossais sur la finance, tu vois, tu faisais tout, quoi. Et maintenant que je le fais plus, ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de vide dans mon job. Mais au final, c'est ce que j'ai raconté en disant c'est compliqué de s'adapter. Enfin, c'est pas compliqué de s'adapter, mais c'est compliqué de savoir ce que tu dois faire à tel moment. Mais c'est là que tu apprends le job et que tu évolues. Et j'ai la chance d'avoir une super équipe qui m'aide, un très bon board également qui m'accompagne. J'ai moi-même des gens qui m'accompagnent en tant qu'entrepreneur. Donc voilà. C'est-à-dire ? J'ai un mentor notamment. J'ai des amis entrepreneurs avec qui j'essaie de... T'as un mentor, c'est quoi son profil et il t'aide sur quoi ? Son profil, c'est un mec génial. Je sais pas si je lui m'autoriserai à le citer, mais il s'appelle Michel. Voilà, au moins il se reconnaîtra. Son profil, c'est un entrepreneur depuis tout jeune. Sa première boîte qu'il a créée, c'était dans les années... je vais pas dire de conneries. Merde. 90 il était jeune, il avait la vingtaine, il a créé une boîte tech dans les années 90, une boîte tech machin. Ouais. C'était assez compliqué, ça a très bien fonctionné, il a créé plein d'autres boîtes, c'est un entrepreneur de génie. Et c'est marrant parce que c'est un profil très ingénieur qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie et qui est devenu aussi très axé sur l'humain, l'émotionnel, etc. Et c'est là où je suis un peu comme lui. Enfin, j'ai plutôt un profil ingénieur, je suis pas du tout ingénieur, mais dans le sens où très cartésien, très machin, et avec du mal avec les relations humaines. Je suis assez introverti, ça se voit pas forcément, mais je suis quand même assez introverti. Je m'exprime pas beaucoup moi-même, je parle pas beaucoup de mes émotions, mais c'est très problématique dans le métier qu'on fait. Et donc, il m'a beaucoup appris à gérer ça, à gérer les conflits, à gérer la position que je dois avoir, à donner des conseils en général. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un mec qui te fait réfléchir, mais qui aussi va te donner des solutions. J'aime pas les mecs qui te font réfléchir juste pour réfléchir. Donne-moi des solutions. Tu vois. Après, je fais, non, mais donne-moi des solutions, je l'applique. Si c'est une connerie, tant pis, j'aurais appris. Tu vois. Et voilà. Tu vois, parce qu'en fait, je regarde malgré tout très peu de
À part bien évidemment ce magnifique podcast. Non, mais la réalité, c'est que je regarde très peu de podcasts, je lis quasiment aucun livre. Ouais. Je suis beaucoup sur Twitter pour le coup, où il y a des trucs aussi horribles que très bien. Et où tu as des super entrepreneurs qui racontent un peu leur histoire. Mais au final, je préfère faire beaucoup d'erreurs par moi-même. En fait, je suis entouré de gens et ça, je les écoute, mais sinon, je préfère faire des erreurs par moi-même. J'ai jamais voulu. Je pense que c'est compliqué d'apprendre le métier en lisant des livres, quoi. Donc, ce métier-là. T'as plein de métiers que tu peux apprendre en lisant des livres sans aucun problème. Tu peux apprendre à coder en quelques semaines tranquillement. Mais ça, c'est compliqué. Donc voilà, longue réponse, mais voilà, il m'accompagne sur ça. Et aujourd'hui, il gère aussi une partie de l'entrepreneuriat HEC et d'autres choses. Voilà. Et du coup, comment tu as fait pour trouver ce mentor? Est-ce qu'il est advisor dans ta société, ou tu le payes, ou c'est juste un ami? Comment tu fais? Alors oui, je le rémunère parce que tout travail mérite salaire. Et je l'ai trouvé. En fait, il était professeur à Incube Alliance. Okay. Il a fait une journée de cours à Incube Alliance où il parlait un peu de tout ça, quoi. J'ai un board, la position humaine, ce qui motive les gens, tout ça. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et donc, je gardais contact avec lui. Et je l'ai revu plusieurs fois, jusqu'au moment où je dise, écoute... Enfin, non, c'est même mon board qui m'a dit, Stan, ça serait bien que tu vois quelqu'un. Et j'ai dit, ok, j'ai quelqu'un. C'est Michel, je veux Michel. Et ils m'ont dit, très bien. Et donc, voilà. Et donc, ça fait plus quelques mois qu'on bosse ensemble. Et très utile. Très, très, très utile. Je conseille à tout le monde de l'avoir, quoi. Tout le monde d'avoir Michel. Michel, Michel va être riche si tout le monde doit avoir Michel, mais il n'aura pas le temps surtout. Ouais, d'avoir son Michel. En fait, encore une fois, on fait des métiers où on est à un rythme de dingue. Ouais. C'est dur physiquement, dur mentalement, dur psychologiquement. Je ne parle pas que mentalement, tu me diras. Et donc, des conneries. Et donc, c'est un. Tu vois, il y a une raison pour laquelle les athlètes ont des coachs, font du sport, forcément, tu me diras, et ont des mentors, etc. Tu vois. Mais c'est important pour eux parce que je pense que sinon tu deviens dingue. Ouais. Et je pense que c'est important qu'on en ait aussi. Après, tout le monde n'en a pas besoin. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui. C'est juste. Je suis pas foutu comme ça. Je pense que tout le monde a besoin de mentor. Moi, j'ai vu clairement l'avantage, quoi. Ouais. Le bénéfice. C'est quoi les meilleurs conseils qu'il t'a donné? Tu les as en tête? Difficile. Et j'en ai un où en fait je pensais que c'était lui qui m'avait donné ce conseil-là, mais au final il m'a dit mais non c'est pas moi, donc je sais plus d'où ça vient, mais ça c'était un super conseil, mais du coup c'est pas lui. C'était quelqu'un qui m'avait dit les gens sont drivés par 3 choses, l'argent, le pouvoir et la reconnaissance. Soit un des 3, soit 2 des 3, soit 3 des 3. Et je trouve ça toujours encore assez vrai aujourd'hui. Voilà, ils sont drivés, hein, tu vois, mais bon. C'est peut-être un peu cynique, mais en fait il m'avait dit que c'était pas lui qui m'avait dit ça, donc je sais plus qui me l'avait dit, mais je lui attribue, même si il est pas d'accord. Désolé Michel. C'est une bonne question, c'est pas que j'écoute pas ses conseils, c'est juste que c'est compliqué, il m'en donne tellement. J'en ai pas un qui ressort au-dessus du... En fait, ça marche pas, t'as pas de clé, quoi, t'as pas un truc facile, t'as pas de... Parce que tu parlais du fait que t'avais peut-être un peu négligé l'émotionnel ou que c'était moins naturel. Ça, il m'a beaucoup aidé. C'était quoi spécifiquement les erreurs que t'as faites pardon, j'ai donné un conseil, t'as raison. Pardon, j'ai donné un conseil qu'il m'a donné, après je pourrais rebondir là-dessus. Il m'a dit un truc, il m'a dit, tu sais Stan, il m'a demandé, tu passes beaucoup de temps avec tes amis, je dis, bah ouais, mais c'est compliqué, je vis pas à Paris, etc. Je les vois pas assez, machin. Il m'a dit, mais tu vas faire un truc. C'est que tu vas essayer d'organiser le plus possible des événements avec eux. Des soirées, des week-ends, c'est faire une balade, machin, on s'en fout. Tu les organises de façon assez récurrente. Il m'a dit, bon, tu auras un moment assez sympa quand tu les verras, mais c'est pas tellement ça le sujet. C'est que, en fait, t'es heureux de savoir que le moment il va arriver. Et comme t'es heureux que le moment va arriver, t'es heureux en général. Et donc ça t'aide à booster, on va dire, cette attente du moment, t'aide à booster ça. Et c'est des manières très simples d'avoir... Ça, c'était un super conseil. Je suis en train de le faire, ouais. Voilà. J'ai remarqué aussi. Voilà. Enfin, ça, c'est parce que c'est très récent, c'est le dernier qu'il m'a donné. Mais après, la question, c'était là où, émotionnellement, c'est dans ma vie perso et ma vie professionnelle où ça a toujours été compliqué. Ça veut pas dire que, en fait, je vais dire exactement la manière dont Michel me l'a dit, il m'a dit, t'as un réservoir émotionnel dont t'es même pas au courant, que tu n'utilises pas. La réalité, c'est que je suis quelqu'un qui est très émotif, comme tout le monde. Je pense que ça n'existe pas les robots, sauf si vous êtes des sociopathes ou des psychopathes. Mais donc, il y a un réservoir émotionnel. Ce qui fait que je prends énormément sans exprimer. Ça a 2 choses. C'est que, au bout d'un moment, le verre, il est rempli, quoi. Ouais. Et si tu n'en parles pas, en fait, tu t'en sépares jamais. C'est aussi le but d'un mentor. Mais pas que, des amis, la famille, etc.
Et c'est compliqué d'entraîner les gens si tu rentres pas sur le domaine émotionnel. Et puis c'est pas faute d'en avoir, c'est juste que je me suis toujours dit c'est pas le sujet, je suis pas à l'aise, etc. Je le suis toujours pas forcément, mais je tente beaucoup plus d'y aller et de parler avec les émotions. Voilà. Donc d'être plus vulnérable par rapport à tes émotions, parce que ça va créer plus d'attaches d'humanité pour toi, et donc en fait, surtout de proximité avec les gens avec qui tu travailles. Ça crée plus de ça crée plus de vérité pour moi. C'est que je suis beaucoup plus vrai dans la manière dont je m'exprime. Parce que sinon ça coupe une partie de moi, tu vois, une partie de ce que tu ressens, de ce que tu es. Donc ouais. Voilà, c'est un work in progress. Ça reste compliqué. Non, je pense que j'ai le même problème, donc ça m'intéresse. Bah, tu t'es déjà... moi c'est un exemple. Hein, jamais dit... c'est ultra compliqué pour moi de partager typiquement à ma famille. C'est pas que je veux pas, c'est pas que je les aime pas, c'est juste... jamais. Ils ont appris que j'ai créé le projet bien après. Hein. Tu vois, je sais pas, toi tu t'échanges beaucoup... je sais pas, t'as beaucoup tes parents au téléphone, etc. Non, enfin... Je les aime, mais... je pense que, quand je parle, ça va pas être spécialement des trucs émotionnels, quoi. Tu vois, genre, je vais leur partager ce que je fais et tout, mais je vais pas partager comment je me sens par rapport... Et même au-delà de ma famille, quoi, même dans toutes mes relations, quoi, en fait. Ouais, bah tu vois, pareil. Ouais. Mais travaille dessus. tu veux le numéro de Michel? C'est pas le numéro de Michel. Non, mais je me suis rendu compte de ça, et au final, et c'est pas du tout la faute de mes parents, parce que je pense que mon père était comme moi quand il était plus jeune, et en tout cas maintenant très très axé sur ces sujets-là. Ma mère aussi, elle a toujours été très émotive, et je sais pas expliquer pourquoi je suis comme ça. Je veux dire, je suis né comme ça, j'en sais rien. Je sais pas si c'est l'éducation ou les gènes, j'en sais rien, mais bref, voilà. Mais par contre, je vois que les gens qui s'expriment beaucoup, qui sont très proches de leurs parents, qui sont toujours au téléphone, machin, c'est un truc qui serait inimaginable. Moi, j'ai ma mère au téléphone, je l'aime de tout mon cœur, hein, mon père aussi, mais si je l'ai une fois toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, c'est le max. Hein. Et au final, ils partageaient beaucoup, et ça en fait d'eux des gens extrêmement à l'aise dans ce registre des émotions et ce genre de choses. Tu vois, c'est un truc que j'ai remarqué. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, et c'est backé par absolument rien d'autre que mon propre avis, c'est-à-dire valeur 0, mais voilà. Ouais. Et c'est quoi, du coup, de manière plus générale, les grands apprentissages que tu as eu, les choses les plus importantes que tu as appris au cours des derniers mois? Moi? Ouais, en tant qu'entrepreneur. Ou même. Non, mais je vois. Ouais, non, mais. Parce qu'on aime bien, en fin de podcast, parler des apprentissages ah putain, c'est une bonne question, de la semaine qu'on a eu, donc ça m'intéresse de savoir ce que toi t'as appris. Alors, j'y réfléchis, et en parallèle, je vais citer ce qu'a dit, et où je me retrouve assez, c'est que je reste un optimiste. Je suis un pessimiste à court terme, un optimiste à moyen et long terme. Et ce qui fait que quand j'ai un problème, je les oublie. Il reste pas. Que j'apprends, tu vois, le cerveau apprend, mais j'arrête, j'y pense plus. Donc c'est ce qui fait que c'est compliqué de répondre à cette question, parce que ça efface. Et c'est Xavier Niel qui avait raconté ça. Tu vois, il dit, moi j'oublie ces trucs. Non, maintenant pour quand même essayer, quels sont les apprentissages? Putain, c'est super dur. C'est dur parce qu'il y a un truc dans la mémoire, en fait, où tu as besoin... Non, mais c'est même pas ça. C'est que quand on te pose une question directe, ton cerveau, il n'arrive plus à accéder à la mémoire qui est là. Mais donc, en fait, il te faut un lien pour arriver au truc. Donc, par exemple, moi, ce qui m'aide avec ce genre de truc, c'est que tu peux penser, par exemple, au truc que tu as changé, ou aux erreurs que tu as faites, ou moi, j'ai... Non, c'est juste moi. Je me suis mis à fumer. Je sais rien qui va dans mes derniers mois. Mais c'est comme dire, on en avait parlé avec Yann Darwin, c'était quoi le syndrome? Il y a un syndrome justement, quand on te pose une question et que tu n'arrives pas à t'en souvenir alors que c'est dans ta mémoire, tu vois. C'est un problème du cerveau. Il n'y a pas de point d'accroche en fait. Donc... Ouais, genre si par exemple, après le podcast, si tu te dis de quoi tu as parlé pendant le podcast, genre, t'as tout oublié, tu vois. On a tout oublié. C'est un truc de ouf. C'est la vrai. Question alors que tu sais que les parents posent, et t'as fait quoi de ta journée quand t'es petit, et t'es là, tu racontes des trucs et ils sont là, c'est tout. Continue. Je me souviens plus. Alors, et c'est pour ça qu'il faut faut te dire, ok, 8h, qu'est-ce que j'ai fait, 9h, qu'est-ce que j'ai fait. Sinon, t'arrives pas. Ok, attends, je réfléchis quand même. En fait, là, c'est un défi, et je t'ai dit, je déteste perdre. Je hais ça. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai un truc, c'est en permanence. C'est pas au cours des derniers mois, mais c'est en permanence sur le truc. C'est principalement l'honnêteté. Et on ment tous. On ment tous en permanence. Vous mentez plusieurs fois par jour. Moi, le premier. Parfois, et la majorité, on s'en fout. La majorité, c'est... j'en sais rien, c'est quelqu'un...
Ça va, oui. Par exemple. L'histoire de ma vie. Non, mais c'est ça. Enfin, t'es passé un week-end, oui. On s'en fout. C'est des mensonges qui servent à rien. Moi, je parle pas de ça. Je parle des choses qui commencent à avoir un impact. Il y a les gens qui survendent leur business, ce genre de choses. Et là, on en a plein. Vous êtes entrepreneur, vous savez ce que c'est. Bon, vous, peut-être que vous cherchez pas d'investisseurs, donc c'est un peu différent. Mais c'est bien. Mais en fait, ce que j'ai appris vraiment, c'est qu'il faut être honnête en permanence, surtout avec les gens qui sont proches, donc tes shareholders, tes actionnaires, ton board, etc., tes équipes, et quand ça va et quand ça va pas. Tu vois, maintenant, dès que j'ai une emmerde, je les appelle. Alors qu'avant, j'aurais essayé instantanément de mettre en place un plan, etc. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on peut montrer que c'est moins grave? Non. Je le fais, enfin, tu vois, en tout cas, downplay le niveau de gravité. Et ça a complètement changé. Maintenant, je suis complètement honnête. Ça veut pas dire que j'essaie de préparer un plan avant de les appeler, mais je leur dis la vérité complètement, sans filtre. Sans filtre, en direct. Ça, c'est risqué, mais la réalité, c'est que tu crées une relation de confiance que tu perds facilement sinon. Mais tu sais que c'est trop drôle. Moi, j'ai exactement la même philosophie. Et ça vient de l'endroit le plus improbable de tous les temps. Ouais. Ça vient de Dan Bilzerian. Parce que Dan Bilzerian... Ok, je vais écouter l'histoire là. J'ai lu son livre. Ouais. C'est intéressant, franchement. Le mec, il a une vie what the fuck, quoi. Et il y a beaucoup de personnes qui ragent sur sa face. Mais moi, ce que j'aime voir et ce que j'admire chez les gens, c'est la capacité à obtenir ce qu'ils veulent. Donc peut-être qu'il a des goûts que tu ne veux pas. Donc il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'avoir 8 meufs différentes en permanence dans leur maison et d'avoir un lifestyle ultra flashy et dépensier, etc. Peut-être c'est pas leur valeur, c'est pas ce qui les intéresse. Mais lui, c'est les siennes. Et avec ses valeurs et ses objectifs, le mec a quand même réussi à les atteindre dans un niveau qui est extrêmement élevé et dans un truc qui est compétitif. Parce que avoir plein de meufs et plein d'argent, etc., il y a plein de gens qui essaient de l'avoir. Donc voilà, est-ce que c'est grâce à ses parents, la fortune familiale, etc. Peut-être en partie, mais le mec a quand même réussi à faire des trucs de par lui-même. Ouais. Et par rapport justement aux meufs, ce que lui dit dans son livre, c'est que j'ai peur. Tout le monde pense que pour draguer, il faut être le mec qui a comment dire, tu sais, il y a tout ce truc de charmer, persuader, etc. Donc justement de mentir, plus ou moins, de manipuler la vérité, etc. Et donc lui, il dit, moi ma technique c'est l'inverse. J'essaie d'être le plus honnête possible et du coup, je vais être ultra transparent et ça va filtrer justement les personnes qui sont en accord avec qui je suis et les personnes qui ne le sont pas. Donc il y a plein de gens qui vont me détester, mais les personnes qui me kiffent, ils me kiffent trop parce que je suis ultra transparent et donc ils me font vraiment confiance parce que je suis prêt à dire ce que les autres ne sont pas prêts à dire. Donc vu que je suis prêt à dire des trucs que les autres ne disent pas, quand je dis un truc, on me croit vraiment, tu vois. Et en fait, moi j'ai essayé, du coup, j'ai trouvé ça vraiment vrai et donc dans ma vie, j'essaye vraiment de genre tout le temps être le plus transparent possible, le plus honnête possible. Et en vrai, c'est un vrai piège. Tu penses que tu gagnes en mentant parce que sur le court terme, tu peux peut-être obtenir des trucs que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas menti. Mais sur le long terme, en fait, tu perds tout, tu te pénalises de ouf. Carrément. Et après, tu dois genre... c'est stressant et tout. Donc en fait, juste d'être à 100% dans l'honnêteté, peut-être sur le court terme, tu te fais un peu niquer par des gens qui mentent. Mais sur le long terme, t'es gagnant. Et c'est le cas, Dan Bilzerian apparemment sur les meufs, mais c'est le cas aussi sur le business et dans la vie en général. Les gens pensent qu'il faut mentir, beaucoup le fake it till you make it. Il y a une différence entre montrer de l'ambition et tout prouver pour backer cette ambition et mentir. Et la ligne, elle est parfois fine et je peux comprendre pourquoi certains entrepreneurs peuvent se planter là-dessus, mais il faut jamais mentir. Voilà, faut jamais falsifier les chiffres. J'ai un truc, mes investisseurs, ils savaient exactement à combien sont les coûts, quel est le vrai BP, quel est l'avancement exact du projet, à quel niveau on est. Ils sont tout en transparent. Ça devrait être une évidence, mais je connais plein de boîtes, c'est pas le cas. Et qui se mentent à eux-mêmes et qui mentent à leurs actionnaires, qui mentent aux futurs actionnaires, etc. Donc nous, on a essayé le plus possible d'être complètement transparent dans les bons moments et dans les moments les plus durs, ça c'est le plus difficile. Et on y gagne beaucoup. Et moi, j'avais eu ces problèmes-là avec mon board et j'ai beaucoup travaillé, notamment avec Michel, sur ces sujets. Et ça a été un gros progrès sur la position que je dois avoir par rapport à un board. Parce que j'étais toujours, je veux pas les décevoir, tu vois.
Bah ouais, mais tu vas les décevoir en disant pas la vérité. Moi, je mentais pas, mais je disais pas la vérité forcément. En tout cas, j'attendais. Ou tu vois, comme un enfant qui a renversé le pot de Nutella. Tu te disais, bon, bah, Tu on repousse. Mais non, ça marche pas. Ouais. Et ça a été un gros changement, même avec toute l'équipe, et de dire la vérité comme elle est. Et puis, de toute façon, on va les gérer. Ils sont dans le truc avec nous. Puis si ils considèrent qu'on n'est pas suffisamment dans notre job, bah ok, pas grave, tant pis, c'est pas grave. En fait, On ça leur fait prouver que si. plus mal, plus fort à court terme, mais moins mal, moins fort à long terme, de dire la vérité. Complètement. Mais je te rejoins, c'est vrai que l'honnêteté, je me dis, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Mais tu vois, moi j'ai toujours été assez... je suis très diplomate. Ouais. Le monde spatial est quand même un monde extrêmement de faux cul. Je suis très diplomate, mais je suis très honnête. Et j'affirme assez fortement mes opinions, tout en restant très respectueux, bien évidemment, de ces opinions. Et j'ai toujours fait. Et je pense que les gens me détestent pour ça, tout autant que certains autres aiment bien, parce que je suis un des rares qui va venir m'exprimer. J'ai aussi un rôle, au-delà de ce que je fais chez Attitude. Je représente les startups et les PME innovantes du spatial français au niveau du gouvernement, pour établir la stratégie spatiale française, etc. Et donc, en plus, je porte cette voix-là. Et donc, j'essaye, tu vois. Mais par contre... sur ces sujets. Là, récemment, ça m'arrive parfois sur Twitter de parler un peu de ce que j'avais dans mon sweater, c'est l'accélération technologique, quoi, ce dont je crois pour sauver l'humanité, mais pas beaucoup plus loin que ça. J'aimais parler de politique, etc. Alors pour plusieurs raisons, c'est que déjà j'ai plus de temps mental. C'est à un moment donné, enfin je sais pas vous, hein, mais vous pouvez pas tout vous intéresser à tout, avoir des avis sur tout, et c'est super malsain d'avoir des avis sur tout. Enfin, je dirais pas que c'est malsain. C'est malsain de penser que ton avis, que tes avis comptent quand t'as des avis sur tout. C'est ça Avoir qui est malsain. confiance en tes croyances alors qu'elles sont C'est ça. informées que par quelques minutes, Exactement. dizaines de minutes de recherche sur un sujet défini. Ah ouais. Moi, c'est un des trucs justement que j'ai appris, que j'ai réalisé plutôt la semaine passée. C'est je suis allé jouer au volley avec des potes. Okay. Et il y avait un de mes potes qui jouait au volley, qui avait fait du volley. Et on fait le match et tout. Et au bout de, je sais pas, une petite heure, il nous dit ouais les gars, en fait, je vous donne 2-3 astuces pour que vous jouiez mieux. Donc en gros, quand la réception, le mec il peut se mettre là, vous pouvez faire comme ça et tout, genre 2-3 astuces. Et là, je me dis putain. Mais en fait, de l'extérieur, quand tu regardes les gens qui jouent au volley, tu te dis, ouais, bon, ok, les gars, ils font rebondir une balle, tu smashes, et puis voilà. Mais en fait, de l'intérieur, il y a une complexité qui est extrême, et ils ont de la tactique, de la technique, des entraînements physiques. Il y a des gens qui sont obsédés sur ce sujet depuis des années, et qui ont développé une expertise énorme. C'est génial. Et ça, en fait... moi je trouve ça passionnant, ça, tu vois, Bah ouais, dans plein d'autres domaines. Mais c'est le cas dans le volley, mais c'est aussi le cas... dans la vie, dans le business, dans les avis politiques. Donc en fait, tu vois, tu vas regarder de l'extérieur un match de volley, tu te dis ok, il soulève juste la balle. Tu vas regarder de l'extérieur, je sais pas, un sujet comme l'écologie, tu vois, et en fait, t'en as aucune idée, mec. Mais tu vas te dire ah oui, mais c'est juste réchauffement, ok, ouais, non, mais moi ça me paraît pas logique, ou ça me paraît logique, machin. Et tu vas t'exprimer et tu vas croire que t'as raison, alors que en fait, t'es comme le mec qui pense avoir joué au volley ou avoir compris ce que c'était le volley, alors qu'il a regardé quelques matchs à la télé. Et c'est la même chose dans le business. Et c'est là où pas mal de personnes font des erreurs. Tu peux devenir professionnel dans n'importe quel sport au volley, si t'es vraiment dans n'importe quel sport, t'es ultra déter, tu t'entraînes pendant 10 ans, tu vas peut-être pas faire champion du monde, mais tu peux peut-être gagner ta vie en faisant ce sport-là. Mais tu peux pas espérer devenir professionnel si tu changes de sport tous les 6 mois. Et tu peux pas espérer, si tu as réussi dans le foot, demain te lancer dans le volley et avoir les mêmes résultats. Mais les entrepreneurs, ils font la même connerie. Tu as des entrepreneurs qui débutent et en fait, ils font 6 mois de je crée un business e-commerce. Ensuite, après, ils font 6 mois de non, je vais faire une agence. 6 mois de ah non, je vais faire de la tech. Et en fait, tu es en train de faire du volley pendant 6 mois, du basket pendant 6 mois, du foot pendant 6 mois. Tu vas devenir bon nulle part. Et à l'inverse, et c'est une erreur que moi j'ai failli faire plein de fois. Il y a des mecs, ils réussissent dans un aspect du business, bam, ils deviennent multimillionnaires, etc. Donc, équivalent d'un mec qui réussit peut-être à faire pro au foot. Ouais. Et après, ils voient un autre business qui a l'air bien. Ah ouais, putain, il y a tout le monde qui lance des startups maintenant dans la tech et tout, machin. C'est eux qui gagnent vraiment de l'argent. Et ils arrêtent le business qu'ils sont en train de faire pour se lancer dans cette autre opportunité. C'est l'équivalent d'être un pro de foot et de voir que tout d'un coup, c'est la NBA qui est en train de péter, tout le monde parle de basket, et d'arrêter ta carrière et de te dire let's go les gars, je me lance et je vais devenir Michael Jordan, quoi. Non mais carrément, en fait c'est le syndrome de Dunning-Kruger, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Et il faut plus de syndrome de l'imposteur, léger, mais plus de syndrome de l'imposteur dans notre civilisation, clairement. Plus de gens qui disent j'en sais rien, et mon avis ne compte pas. Tu vois, c'est juste, ouais, je peux te donner mon avis, mais ça compte pas. Moi, tu me demandes mon avis sur plein de sujets, je dis,
j'ai un avis, mais ça va de la merde, quoi. On s'en fout, mon avis. Mais c'est un peu le problème, tout le monde pense que son avis est important. Et on a ça. Et tu vois, pardon, vas-y. Non, j'allais dire, c'est pour ça que j'ai hésité à aller à son podcast, parce que moi, en relation homme-femme, je suis pas du tout un expert. Et donc, la seule chose dont je pouvais parler, c'était de mon expérience. Mais à côté de ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même des anomalies comme Oussama ou comme Idriss Aberkan qui arrivent à développer une profondeur d'esprit sur une diversité de sujets qui est assez forte. Alors après, est-ce qu'ils ont raison sur tout ? Probablement pas. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ont cette faculté d'être hyper variées sur les sujets qu'ils peuvent traiter. Bah, ils peuvent être plus. Je pense que tu as une différence de capacité pour absorber un sujet et réussir à te former une opinion plus ou moins rapidement, mais peu importe cette capacité, tu n'arriveras jamais à battre les experts. C'est comme si tu prends un mec qui est très bon en sport de manière générale et il peut, voilà, tu vois, en 3 mois devenir plus ou moins bon au volley, tu vois. Mais il sera pas pro. Ouais, Donc même un Oussama que j'adore ou d'autres commentateurs, etc., ils ont des avis qui sont super intéressants, mais ils n'auront jamais un avis plus informé et plus juste que quelqu'un qui a fait 10 ans dans le sujet, quoi. Et le problème, c'est que si après ton avis est exprimé, parce que d'avoir un avis, c'est pas grave. Non, mais si tu le dis en mode j'ai la vérité et je sais la vérité et c'est comme ça. C'est un manque d'humilité complet aussi. C'est problématique. Peu importe ton intelligence ou ta capacité à t'exprimer. Je pense que c'est plutôt un manque d'intelligence d'ailleurs. Penser que ton avis est supérieur aux autres sans avoir étudié le sujet, alors que c'est impossible de devenir expert dans un sujet sans y passer des années et des années. Mais c'est profond. Je considère que je suis loin d'être un expert, mais alors dans le spatial largement pas. Dans les lanceurs, je gratte à peine le sujet. Enfin, tu vois, c'est impossible d'être un expert, tu vois. Merci beaucoup d'avoir été présent, c'était ultra intéressant, on a parlé de plein de trucs qu'on n'aborde pas dans le podcast. Est-ce que tu as envie de promouvoir quelque chose, envoyer les gens quelque part Oh putain, super bonne question. Alors ouais, j'ai fait une petite promo personnelle sur mon Twitter, Stan-8 Maximin, M-A-X-I-M-I-N, et abonnez-vous à Latitude-EU aussi sur Twitter. Non, au-delà de ça, qu'est-ce que je veux promouvoir ? L'espace. Ça vous concerne, tous et toutes. L'espace vous concerne, ça concerne votre futur, ça concerne votre bien-être, ça concerne celui de vos enfants, de votre famille. C'est notre meilleure arme pour faire face aux challenges que sont ceux de notre civilisation. Donc pensez-y, intéressez-vous à l'espace, c'est facile, c'est pas si compliqué, c'est pas une perche. Voilà. Lancez-vous dans l'espace également. Un petit message quand même, un petit message particulier à toutes les femmes et les jeunes filles qui veulent se lancer dans des choses compliquées, pas que l'espace, mais l'ingénierie en général. On a besoin de beaucoup plus de femmes, on a besoin de beaucoup plus de diversité. C'est pas compliqué de finir dans l'espace et c'est cool. Vous allez faire des trucs vraiment extraordinaires, vous allez mettre à feu des moteurs, vous allez bosser sur des systèmes de dingue. Et dans plein d'autres business aussi, on a besoin de beaucoup plus de ça, on n'a pas assez de diversité, il faut que dès le début, je sais pas si c'est tellement la tranche d'âge, parce que là ça commence dès 10 ans malheureusement, qu'on doit entraîner les plus jeunes générations à être passionnés de ça, mais voilà. Lancez-vous dans l'ingénierie, je pense que c'est un des meilleurs moyens que vous ayez un impact sur notre civilisation, donc lancez-vous dans l'ingénierie, pensez à l'espace, parlez de l'espace à vos représentants politiques, et ils en seront, nous derrière on récupère la balle, et on les entraîne à pousser dans le bon sens, voilà, pour servir tout le monde, donc c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, on mettra tous les liens Merci à vous. juste en dessous dans la vidéo, et on se retrouve très prochainement. C'est trop bien. Sans permission. Sans permission. Avec Osama-san. sans permission. Tonton Blanc.